droite et les premières années sont en pleine réflexion sur mais pourquoi donc après le bac j'ai choisi de faire une classe prépa. Mais je vais vous expliquer, c'est un très bon choix, ne vous inquiétez pas. Les écoles de commerce ou les écoles de management, appelez-les comme bon vous semble, leur environnement, ça me semble important. Comment on finance ces études, ça me semble très important. Et c'est lié parce qu'on ne peut pas parler de financement sans parler de retour sur un investissement. Je vais en parler longuement. Les opportunités. Alors bien sûr, je manque à tous mes devoirs, mais vous allez voir que c'est fait exprès. C'est illusoire de vouloir capter pendant presque 2 heures l'attention de jeunes adultes assis. Moi, je ne vais pas supporter à votre place. Donc on va essayer de rendre ça assez interactif. Ce qui m'intéresse, c'est que vous vous posiez des questions. Et pourquoi pas que vous me posiez ces questions, afin que dans la mesure de mes connaissances, to the best of my knowledge, comme on dit, j'y réponde. Alors pour capter votre attention, parce qu'il y a quand même beaucoup de messages à vous délivrer, je vais me présenter. Donc, je suis Sébastien Chantelot, directeur de l'ESCP Business School, le CEPO, pardon, Business School, c'est la blague qu'on fait entre nous. Comme personne n'est parfait, je suis aussi docteur en sciences économiques. Je suis né à Toulouse. Toulouse, c'est ici, en 1977, une très grande année, sortie du film Star Wars, émergence du punk. Alors le punk, c'était nos futurs, c'était compliqué, on partait de très loin, ça c'était nos jeux vidéo, ça c'était nos coupes de cheveux. Steve Jobs ressemblait encore à ça, Zuckerberg ressemblait à ça. On avait des téléphones mobiles dans un rayon d'1 mètre environ, après on a eu de gros téléphones mobiles, on était très bien équipés, on avait Excel, on avait Word, on avait Instagram, ça c'était notre Tinder, et ça c'était Snapchat. Vous pouvez fumer dans l'avion, chose que vous ne connaîtrez bien entendu jamais, nos futurs, on y revient. Moi je m'en suis créé un, comme je vous l'ai dit, une thèse de sciences économiques à l'université Toulouse-Capitole. Toulouse c'est toujours là, c'est connu pour ça, c'était connu pour ça, c'est toujours connu pour ça. Après j'ai filé jusqu'à Bordeaux, j'ai beaucoup enseigné, fait de la recherche, Bordeaux c'est ici. C'est connu pour ça, c'est connu pour ça, c'est aussi connu pour ça. Après, je suis carrément allé jusqu'à Brest. Brest, c'est ici, c'est connu pour ça, c'est connu pour ça, c'est connu pour lui. J'ai eu des étudiantes absolument délicieuses dans mes cours. Après, ils sont partis sur un projet France Business School. Donc là, j'en ai profité, moi, pour partir à mon tour, monter mon entreprise, travailler un petit peu partout dans le monde, un petit peu partout également en France, dans certaines écoles de commerce notamment, avant d'atterrir à Pau. Pau, c'est ici. C'est connu pour lui, c'est connu pour ça, c'est connu pour lui aussi. C'est connu pour son sens de l'accueil inimitable. J'ai pu y assouvir mes passions pour l'entrepreneuriat, la créativité, son management, le design thinking, le leadership. J'ai adoré faire travailler mes étudiants en groupe, en équipe, de manière très interactive, avec des collègues absolument somptueux, des étudiants souvent vifs, très motivés, particulièrement ceux-là, et moi, je suis là. Je fais partie d'un club qui s'appelle Assez de morts par PowerPoint, et depuis bientôt presque 3 ans, je suis le directeur de l'ESCPO Business School avec mes 3 dragons, et vous avez un de ces dragons, bien entendu, ici. Je pense que j'ai capté votre attention. Je vais pouvoir donc délivrer les messages. Je pense que vous êtes prêtes, que vous êtes prêts. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Non pas sans auparavant, bien entendu, vous féliciter pour ce choix courageux que vous avez fait. Faire le choix d'une classe préparatoire, ce n'est pas anodin. C'est faire le choix d'un projet, non pas en 2 ans, puis 3 ans, mais bien en 5 ans. Vous allez vous rendre compte au bout de ces 5 ans qu'il y a une continuité, une complémentarité, ce qu'on appelle entre nous un continuum très fort entre les enseignements que vous recevez dans les classes préparatoires, les méthodes de travail auxquelles vous vous prêtez, la capacité d'analyse, la capacité de synthèse que vous êtes en train d'acquérir, la culture générale, bien entendu, la rigueur, l'exigence, la capacité à supporter de lourdes charges de travail. Tout cela, cela va vous suivre toute votre vie et vous rendre service. Ensuite, en école de commerce, bien entendu, dans la continuité des classes préparatoires, nous allons passer à des connaissances, des savoirs que l'on va n'avoir de cesse que d'appliquer, dans certaines écoles en tout cas, le CEPO en particulier. On va appliquer ces connaissances, il n'en reste pas moins que tous ces mécanismes, pendant 2 ans que vous avez acquis,
ils vont nous être, à nous, école de commerce, d'une grande aide pour délivrer les savoirs, les compétences dont on veut vous doter. Alors évidemment, en faisant ce choix, il y a approximativement 250 écoles de commerce en France. Attendez, 251, il y en a une qui vient d'être créée dans le dernier quart d'heure. Il n'y en a guère que 39 qui sont habilitées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Ça a regroupé pas mal. Il n'y en a que 39 qui ont l'habilitation à délivrer le grade de master. Cette habilitation, elle s'obtient à partir d'un cahier des charges très précis, à partir d'une soutenance devant une commission ministérielle. Donc tout est contrôlé, hein. L'école est décortiquée, passée au peigne fin. Ces 39 écoles, c'est un signe de qualité. Parmi ces 39 écoles, dans le cadre du concours des classes préparatoires, vous allez concourir pour 26 écoles. Donc un petit ratio, et j'arrondis, etc. On n'est pas là pour être très précis encore. Vous allez entrer en compétition pour 10% de ces écoles de commerce. Les 10% meilleurs, bien entendu. Les 26 qui vont vous garantir une insertion professionnelle, parce que les écoles de commerce sont les championnes pour l'insertion professionnelle, et c'est bien ce qui compte au bout de la chaîne de valeur de ces 5 ans, c'est que vous insériez extrêmement facilement sur le marché de l'emploi, si possible, que vous vous engagiez vers l'avenir que vous avez choisi, vers l'avenir que vous avez souhaité. Alors, dans une école de commerce, et auparavant dans une classe préparatoire, ce continuum en 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? On commence par s'éveiller, et on commence à apprendre à marcher pendant ces 2 ans d'école préparatoire. Ensuite, on intègre une école de commerce, en fonction de critères qui sont complètement subjectifs et qui vous appartiennent. Ne laissez personne, à votre place, décider de l'école que vous voulez intégrer. On apprend à marcher, on accélère un petit peu. Les premières années, on va découvrir les fondamentaux. Ce qu'on appelle les fondamentaux des sciences de gestion. Le management, un peu. Parce que le management, c'est surtout de la pratique. Et pour l'instant, on reste beaucoup dans la salle de cours. Le marketing, beaucoup. Et la finance. À cela, il y a toute une gamme d'électifs, alors qui peuvent être électifs ou qui peuvent être inclus dans le cursus. Tout ce qui va être des sciences humaines notamment, la responsabilité sociale de l'entreprise, le développement durable. Vous pouvez faire de l'histoire de l'art également, vous pouvez faire de l'histoire du cinéma, etc., etc., de la géopolitique beaucoup. Donc toute une gamme de matières qui vont vous rapprocher un peu de ce que vous faites actuellement dans les classes préparatoires, mais qui sont essentielles. Essentielles. Et je vais y revenir beaucoup pour façonner votre savoir-être. À un moment donné, l'étudiant de classe préparatoire, le préparationnaire, il est intéressant parce que justement, il a des choses à dire, il sait se comporter. On n'est pas obligé de parler de la pluie, du beau temps. Vous avez de la culture, vous avez du fond, vous savez connecter avec l'expérience globale de l'humanité, hein, vraiment. Vous avez des choses à dire. Et c'est ce qui est intéressant. Dans une entreprise, à la machine à café, etc., à un moment donné, ça fait du bien de discuter de sujets de fond avec des collaborateurs qui ont du fond. Et les classes préparatoires sont les championnes pour cela, pour vous doter de culture générale en arborescence, qui justement vous permet, dans n'importe quelle situation, de pouvoir connecter, rebondir, hein, vous présenter, d'interpeller, de vous faire remarquer. C'est un parcours extrêmement intéressant et très formateur. La deuxième année, on se pré-spécialise. Alors ça dépend des écoles, hein, on va le voir. Soit on continue sur les fondamentaux et on creuse un peu plus loin, soit on commence à se pré-spécialiser, mais ce qui est sûr, c'est qu'on commence à façonner son projet. Première année, on explore, on joue. La deuxième année, le projet commence à se façonner. On commence à développer une appétence. Une appétence, par exemple, pour le management, ou le marketing, ou la finance. Donc on creuse dans ces grands domaines, dans ces grands champs de la gestion. Et au sein de la finance, par exemple, on est attiré plus par l'expertise comptable, par l'audit, par la finance de marché, par le contrôle de gestion. On creuse. Donc l'exploration en deuxième année, elle est presque finie. On tâtonne encore un peu pour certains, mais globalement, on sait vers quel domaine de la gestion on a envie de se spécialiser, de s'engager plus particulièrement. La troisième année,
c'est la spécialisation. On va apprendre à impacter, à faire de l'impact. On a défini le champ dans lequel on voulait évoluer, on va commencer à définir le métier, le poste dans lequel on veut évoluer, vraiment. Si ce n'est pas fait en deuxième année en tout cas. Donc à l'issue et pendant cette troisième année, vous allez avoir une idée très très claire de quel pourrait être, et si vous en donnez les moyens, de quel sera votre premier emploi. Avec la problématique que vous allez changer environ entre 10 et 15 fois d'emploi dans votre carrière. Mais ce premier emploi, il est important. Celui qui va lancer votre carrière. Vous verrez après. Celui-là, il va vous lancer, il va vous permettre de vous imposer dans une organisation, d'acquérir les codes, les représentations, il va vous permettre de vous projeter. Mais comme je vous le disais, vous allez changer entre 10 et 15 fois, non pas d'entreprise, évidemment d'entreprise, mais d'emploi, de poste. Les carrières ne sont plus verticales. Vous n'allez pas rentrer dans une entreprise, comme assistant manager par exemple, et puis gravir les échelons jusqu'à contrôler l'entreprise. Ça n'arrive presque plus, ou plus. Déjà pour ma génération, ça n'arrivait pas. Non, on a des carrières maintenant qui sont beaucoup plus horizontales. On change d'entreprise parce qu'il y a une promotion à gagner, parce que la mission est plus intéressante, parce que les avantages sont plus intéressants, parce que l'environnement, la ville par exemple, la localisation est plus intéressante, ou tout simplement parce que le salaire est plus intéressant. Et quand on négocie généralement avec plusieurs offres, dont des offres de nos concurrents actuels, qui sont très intéressés pour nous faire venir dans leur organisation pour travailler pour leur compte. Donc une carrière plutôt horizontale. Je prends un exemple que je connais bien, moi, c'est ma 17e institution. Non pas que je sois quelqu'un d'instable, c'est juste que j'ai fait ma thèse, et puis j'avais pas trop envie d'aller enseigner à l'université, alors j'ai fait autre chose. Je fais beaucoup de recherches, et puis finalement, je suis revenu enseigner dans une école de commerce. J'ai monté ensuite mon entreprise, j'étais consultant, j'ai fait plein de choses. 17 organisations, jusqu'à présent. J'espère que c'est fini, mais si c'est pas fini, on continuera gaiement. Peu importe, la vie professionnelle est pleine de surprises. Donc voilà le parcours. Alors évidemment, on va se focaliser sur ces 3 années, dans un premier temps, avec quand même un environnement et des moments forts. Les concours écrits, ils approchent. 10 décembre, 10 janvier, vous allez vous positionner sur un certain nombre de concours. Donc, les écoles que vous voulez présenter. Il faut être ambitieux, il ne faut pas être trop ambitieux. Il faut quand même se garder un certain nombre d'écoles pour être sûr d'avoir une école au bout. Ça, le choix vous appartient. Ces concours écrits, c'est énormément de stress, évidemment. Énormément de stress, il faut être présent le jour du match, il faut être prêt. C'est là que cela se joue. C'est en partie. Et vous allez enchaîner ensuite, une fois que vous aurez vos résultats écrits, vous allez être admissible dans les écoles, et vous allez pouvoir aller présenter les oraux, ce qu'on appelle le Tour de France. Là aussi, beaucoup de stress. Un entretien d'une demi-heure devant un professionnel et un professeur, généralement de l'établissement, de l'institution dans laquelle vous êtes, c'est stressant. Vous ne pouvez pas éviter le stress. Par contre, vous pouvez le gérer. Ça s'apprend. Et on pourra en parler si vous voulez, il n'y a aucun souci sur le déroulé des oraux, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Le Tour de France, c'est de la logistique, c'est de l'organisation, c'est de la fatigue. Voyager, c'est pas évident. Si on rajoute du stress logistique sur le stress de l'entretien, généralement on arrive aux entretiens, on n'est pas très très performant. Et malheureusement, parmi ces entretiens, il y a l'école peut-être que vous voulez en priorité et pour laquelle il vous faut particulièrement être prêt ou prêt. Donc on pourra parler de cela, je ne vais pas concentrer mon intervention là-dessus, on pourra en parler lors des questions. Pendant la grande école, les 3 ans, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les opportunités que l'on a? Comment est-ce qu'on peut choisir ses parcours? Quels sont d'ailleurs ces parcours? On va passer un peu de temps là-dessus, avant de parler bien évidemment en bout de chaîne de l'insertion professionnelle. Dans une grande école de commerce, le premier point sur ce que l'on fait,
ce qui se passe, mais évidemment, ce sont des temps d'enseignement, bien évidemment. Ce sont des temps qui sont rythmés par une pédagogie qui est propre à chaque école. Chaque école a son modèle pédagogique. On en parlera. Vous allez apprendre à entreprendre énormément. Pourquoi? Parce qu'a priori, master, bac plus 5, vous allez rapidement devenir cadre exécutif. Dans le cadre exécutif, il y a exécutif, donc il va falloir exécuter, donc il va falloir prendre des décisions, des initiatives, développer. C'est de l'entrepreneuriat. Vous pouvez entreprendre parce que vous créez votre entreprise. Vous pouvez entreprendre dans une organisation, parce que vous développez une activité. On va plutôt appeler ça de l'intrapreneuriat. Vous pouvez également entreprendre pour le compte d'une entreprise. On va appeler ça de l'extrapreneuriat. Autrement dit, un consultant. Je vais travailler en externe pour une entreprise parce qu'ils ont des besoins temporaires ou une mission bien particulière pour laquelle ils n'ont pas les compétences, ils vont faire appel à moi. Donc, entrepreneur, intrapreneur, extrapreneur, globalement, toutes les écoles vont vous montrer les tenants, les aboutissants, les concepts, la théorie sous-jacente à ces trois grandes familles de postes que vous êtes susceptibles d'occuper. Et enfin, vous allez vous spécialiser. Alors bien entendu, vous allez obtenir un diplôme, c'est un master généraliste. Ne vous faites aucune illusion là-dessus. Si vous voulez vous spécialiser, il va falloir aller beaucoup plus loin, d'où l'existence de masters spécialisés notamment, de Master of Science, avec une dimension un peu plus recherche derrière et production de connaissances. Mais globalement, pendant ces 3 ans, vous allez pouvoir quand même acquérir une tonalité, une première couleur que vous voulez donner à votre parcours, que vous voulez donner à votre profil. Et donc, toutes les grandes écoles vont vous proposer une gamme assez large de spécialisation, toujours dans les 3 grands domaines de la gestion, management, finance, marketing. Donc en termes de modèle pédagogique, ce que je vous conseille, c'est de vous intéresser à la manière dont sont dispensés les cours dans les écoles. Est-ce qu'on va vous mettre tous dans un amphi, et puis un grand sage va arriver avec son bouquin, poser le bouquin, et pendant 3 heures, vous lire sa messe? Si vous voulez apprendre comme ça existe. Moi, je pense qu'on n'apprend plus rien comme ça, ou difficilement. Tout du moins, la valeur ajoutée, elle est quand même relativement faible. Vous pouvez très bien le faire en ligne. Vous restez chez vous. A priori, vous allez trouver un spécialiste à Coursera, à Harvard ou à Stanford. Très forte chance qu'il soit quand même meilleur que le professeur que vous allez avoir en face. Donc forcément, ce modèle pédagogique, s'il vous correspond, foncez, mais attachez-vous à connaître quel est le modèle. Est-ce que vous êtes à 500 dans un amphi? Ou est-ce que vous êtes par petits groupes? Dans des salles qu'on va pouvoir moduler, parce qu'on va alterner l'apport de contenu académique, l'apport théorique, l'apport conceptuel et de l'applicatif. Comment vous voulez travailler? La pédagogie, c'est le parent pauvre un peu des écoles de commerce en termes de discours. Personne ne parle de pédagogie. Pourtant, nous sommes des écoles. Ça devrait être le cœur de tout ce que l'on fait. Là, le dernier numéro, par exemple, d'Espace Prépa, qui est un magazine quand même qui a pignon sur rue, qui vous concerne, je l'ai feuilleté. Alors j'ai vu l'ouverture de campus à l'étranger, j'ai vu la création de MBA, de nouveaux bâtiments qui ont été créés, etc. etc. J'ai feuilleté. Je n'ai pas vu le mot pédagogie, presque. Pourtant, nous sommes des écoles, c'est le cœur de notre mission. Donc je vous invite, pendant les oraux notamment, puisque vous serez dans les écoles, très important d'aller dans les écoles voir ce qui se passe, vous faire expliquer par les professeurs, par les responsables, quel est le modèle pédagogique de l'école, tout simplement. Parce que c'est un modèle qui peut vous correspondre, ou pas. Tout dépend de comment vous avez envie d'acquérir pendant 3 ans des connaissances, de l'expérience, etc. Deuxième temps fort dans un parcours dans une école de commerce, évidemment, c'est la professionnalisation. Je vous rappelle au bout de la chaîne de valeur, il y a votre insertion professionnelle.
La professionnalisation elle peut prendre diverses formes. Les stages. On peut faire de nombreux stages dans le cadre du parcours et dans le cadre de vos choix de césure, par exemple. Vous pouvez très bien mettre en off ce parcours en école pendant 1 an pour aller vivre des expériences professionnelles à l'étranger, par exemple. Vous pouvez également vous professionnaliser par le biais de ce qu'on appelle l'alternance. C'est-à-dire que vous allez devenir tout simplement salarié d'une entreprise, tout en continuant et en validant les différents modules de votre parcours dans une grande école. Donc c'est un calendrier qu'il faut définir. Vous avez par exemple le 3 jours école, 2 jours entreprise. Vous avez également le 1 semaine école, 3 semaines entreprise. Nous, à Pau, on fait 2 semaines entreprise, 2 semaines école, 7 semaines entreprise. Les entreprises nous ont demandé ce calendrier. Nous n'avons rien à refuser aux entreprises. On a cherché quand même à comprendre pourquoi. Bien parce que les entreprises travaillent en mode projet. Et quand on lance un projet sur lequel notre étudiant s'implique, s'il part au bout de 3 semaines, le projet il avance pendant 1 semaine sans lui. Souvent une période charnière. Et quand il revient, il faut qu'il sorte les rames pour se remettre dans le projet. C'est compliqué. Les entreprises ont dit, nous, on va vous laisser notre salarié, parce que l'étudiant est salarié de l'entreprise, on va vous laisser 2 semaines pour les cours, mais par contre, laissez-le nous 6-7 semaines. Comme ça, on peut bien avancer. On travaille à 95% en mode projet, on peut bien avancer sur le projet avec votre étudiant. Donc on a opté pour ce calendrier qui est unique en France, qui a des avantages. Vous pouvez faire votre apprentissage où vous voulez en France. Parce que sur ces périodes-là, vous pouvez très bien être à Paris et revenir à Pau 2 semaines pour les cours et repartir plus d'1 mois et demi à Paris, par exemple. Je ne sais pas si on a des apprentis à Amiens, je sais qu'on en a à Paris, on en a partout en France, il ne semble pas qu'on en ait à Amiens. Autre temps de professionnalisation, mais toutes les expériences que vous allez vivre dans l'école, notamment par le biais de la vie associative, notamment par le biais de la pédagogie, si elle laisse la place aux entreprises. Si l'entreprise est présente dans l'école pour vous amener des cas, pour vous amener des problématiques qu'elle souhaite que les étudiants explorent, vous allez acquérir beaucoup d'expériences, vous confronter aux réalités du monde professionnel. On appelle cela la pédagogie expérientielle, l'experiential learning, parce que c'est une notion et un concept anglo-saxon, qui fait que l'acquisition des connaissances se fait par l'applicatif, par la pratique. Troisième temps fort, je vais quand même préciser avant, puisque j'avais prévu de vous parler du métier, cette professionnalisation va vous amener à occuper n'importe quel poste dans une organisation. Alors j'emploie le mot organisation depuis le début. Une organisation, évidemment, cela peut être une entreprise. Une grande entreprise, une petite, moyenne, toute petite entreprise, une start-up. Mais je parle volontairement d'organisation, parce qu'une organisation, ça peut être aussi une association, une ONG, une organisation non gouvernementale, un club de sport, une entreprise unipersonnelle. Vous êtes votre propre patron, c'est votre entreprise, vous êtes auto-entrepreneur. Donc j'appelle cela organisation parce que de plus en plus de nos étudiants ne choisissent pas forcément l'entreprise comme premier emploi, mais le statut associatif commence à prendre beaucoup d'ampleur, et les étudiants sont de plus en plus intéressés par travailler dans des associations, particulièrement les ONG. Il y a du sens derrière, il y a un objet qui est bien défini, et on allie performance managériale avec responsabilité sociale, performance globale, sociale, environnementale, économique. De plus en plus d'étudiants qui ont sensiblement votre âge et qui ont eu votre parcours choisissent d'autres organisations que le grand groupe forcément. Alors n'importe quelle organisation, et puis à n'importe quel endroit de la chaîne de valeur de l'entreprise, à n'importe quel maillon. J'en ai cité quelques-uns ici. Je ne vais pas vous lister les 800 ou 900 métiers que vous pouvez faire après une école de commerce, ça n'a aucun sens. Globalement, vous allez occuper un poste dans un des domaines du management, de la finance, du marketing,
à un certain niveau, tout dépend de votre pouvoir de négociation, tout dépend des opportunités que vous allez saisir, tout dépend également du profil que vous vous êtes façonné pendant vos 3 ans dans la grande école de commerce. Alors on pourrait lister les métiers, il me faudrait, je pense, on s'arrêterait à 16 heures, hein, bien entendu. C'est pas très intéressant, et puis surtout je vais vous expliquer que les métiers les plus intéressants, ils n'existent pas encore. Donc on va y revenir assez rapidement. Troisième temps fort dans le parcours, l'internationalisation. Soit parce que vous allez partir étudier ailleurs, un semestre, 2 semestres, un double diplôme, soit parce que vous allez partir travailler à l'étranger. Soit parce que l'école accueille beaucoup d'étudiants étrangers et que vous allez évoluer avec eux. Vous allez apprendre à les connaître. Ce sont des backgrounds différents, ils viennent d'horizons différents, ils ont autre chose à dire, ils n'ont pas votre vécu. Ils s'enrichissent de votre vécu et vous allez vous enrichir du leur. Donc cette interculturalité, multiculturalité qu'on va retrouver dans les grandes écoles, elle vise à vous enrichir. Vous enrichir bien sûr à domicile, mais elle vise à vous enrichir. Entre 15 et 25% du nombre d'étudiants total dans une grande école de commerce, ce sont des étudiants étrangers, qui ne parlent pas forcément français, donc avec qui on communique en anglais, en espagnol. C'est extrêmement formateur, surtout quand on travaille, on fait des travaux de groupe avec eux. Vous devez, à une heure où la compétition autour du talent est globale, savoir étudier à l'étranger, maîtriser au moins une langue. Dans les CV, on ne précise même plus qu'on parle anglais. Il faut parler anglais. C'est évident. Évident. Vous devez maîtriser l'anglais comme vous maîtrisez le français. Et là, vous pouvez switcher de l'anglais au français naturellement. Pendant ces 3 ans, on va vous y inviter. Par les cours d'anglais, par également les situations, par des cours enseignés, dispensés en langue anglaise, et par, évidemment, vos voyages. Partir étudier, c'est une des meilleures solutions. Vous êtes en immersion, un environnement, une langue étrangère, il n'y a pas de souci. Au bout de 15 jours, vous commencez à penser dans la langue étrangère. Au bout de 3 semaines, vous vous réveillez la nuit parce que dans votre rêve, vous ne trouvez pas la traduction du mot pour continuer votre rêve. Ça arrive. Là, on est en immersion. C'est pour partir sur un campus à l'étranger avec 50 Français, c'est super. Hein, c'est génial. Ça fait longtemps que ça existe. Ça s'appelle le Club Med. Ça fait longtemps que ça existe. C'est très intéressant. Hein. Nous, on n'envoie pas plus de 2 étudiants dans une destination. Parce que ça n'a aucun intérêt, sinon ils restent ensemble. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. L'intérêt, c'est de découvrir la culture du pays dans lequel vous allez, de regarder comment pédagogiquement ils font, parce que la pédagogie française est particulière. Vous allez vous confronter à d'autres pédagogies, voir également ce que vivent ces personnes là-bas. Ça, c'est intéressant. Ça vous enrichit. Très clairement. Voilà les 3 temps forts. Hein, l'enseignement, la professionnalisation, l'internationalisation. Alors on reste sur de grands ensembles, évidemment. On reste sur de grands ensembles, et tout va être question de dosage. En fonction de quoi? Eh bien de votre projet. Quel est votre projet? À partir de là, hein, un jeu de curseur, un jeu de ce que moi j'appelle le dosage, de quoi j'ai besoin pour réaliser mon projet. Certains, ça va être le tout international, on ne va pas les voir à l'école. Dès la première année, ils vont partir, ils vont faire une césure, ils vont revenir pour repartir, ils vont faire le programme international en 3e année. À la diplomation, on va se rendre compte, ah oui, c'est vrai, je me rappelle de vous un peu. Oui, j'ai fait ça, 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 un parcours magnifique, mais jamais à l'école, toujours à l'international. Ça peut être un profil, ça peut être une volonté que vous avez. Si c'est votre volonté, toutes les grandes écoles vous faciliteront, bien entendu, votre mobilité à l'international, sans aucun problème. Derrière, il faut un background, il faut de l'enseignement. Quel type d'enseignement voulez-vous? Vous voulez du pur théorique? Vous vous sentez plus dans l'applicatif, dans la pratique? Vous préférez être engagé pour apprendre? Nous, on est persuadé, un étudiant qui est engagé, c'est un étudiant qui apprend. Ça, c'est à vous de voir. C'est temps d'enseignement également. Évidemment, les temps de professionnalisation. Nos étudiants qui font le choix de l'apprentissage, de l'alternance, c'est 24 mois de contrat, 2 ans. 2 ans où ils alternent. C'est très exigeant. Vous verrez qu'il y a des avantages. Mais en termes d'exigence, c'est très exigeant. C'est
un choix anodin, comme celui que vous avez fait pour la classe préparatoire. Certains disent non, non, moi je ne vais pas faire l'apprentissage, je vais plutôt faire une année de césure, aller travailler à l'étranger, revenir, choisir une spécialisation, et puis pourquoi pas, je ferai un stage assez long, qui est imposé globalement dans les écoles, de 6 mois à la fin. Donc au final, je vais avoir quand même une couleur professionnelle, j'aurai juste choisi des stages, des expériences plus courtes, moins formelles que l'alternance, que l'apprentissage. Mais tout est question de dosage, tout est question de profil. C'est, une fois de plus, très subjectif. Vous avez la réponse. Nous sommes là pour faciliter, en fonction du projet, et vous permettre d'enchaîner ces temps. Nous ne sommes pas à l'université, on va enchaîner les modules. On n'enchaîne pas les cours dans une école de commerce, on enchaîne ces temps. Et ces temps façonnent le profil que vous voulez avoir pour vous rendre attractif aux yeux d'entreprise, aux yeux d'organisation sur le marché du travail. Alors évidemment, au bout des 3 ans, un diplôme de master, généralement le diplôme de master en management, c'est un peu le sésame, particulièrement en France, vous êtes prête, vous êtes prêt à aller évoluer sur le marché du travail. Attention, je vais y revenir souvent, le diplôme, c'est une capacité. Avec ce diplôme, on vous juge capable de. Par contre, dans aucune preuve, si vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Aucune. C'est la différence entre ce que l'on est capable de faire avec un diplôme et ce que l'on a fait, d'ores et déjà, avec de l'expérience professionnelle. Vous voyez, toutes les questions, encore une fois, de dosage. Quoi qu'il en soit, je l'ai dit au début, ce sont nos chiffres qui sont cohérents avec, globalement, les chiffres de la conférence des grandes écoles qui publie chaque année une enquête sur l'insertion des diplômés. Entre 8 et 9 étudiants sur 10, moins de 6 mois après avoir été diplômé, il est en poste. Avec un certain niveau de salaire, vous devez connaître ces niveaux de salaire très certainement à la sortie. Attention à cette lecture des niveaux de salaire, regardez quel est l'échantillon enquêté, s'il est viable. Vous savez, je suis économiste. Un économiste, c'est la mesure. Pour mesurer, il faut des outils, et surtout, il faut des représentations. Une mesure n'est qu'une représentation. Donc méfiez-vous de ces représentations. Quoi qu'il en soit, vous allez très vite progresser dans votre carrière. C'est vraiment ce qu'on fait de mieux en termes de formation au niveau du management, marketing, finance, les écoles de commerce. On voit des carrières qui explosent très rapidement après justement ce premier emploi. Donc le défi pour nous, c'est de garantir ce premier emploi. Et ce premier emploi, généralement, c'est un emploi qui est solide. Ce n'est pas un emploi précaire. 83% de ces emplois, ce sont des CDI. Donc c'est ce premier emploi dont je vous parlais qui lance votre carrière professionnelle. Qui vous permet de dire, bien, pour l'instant, je suis là, et j'en ai pour 40 ans, quelle est la feuille de route? Qu'est-ce que d'ores et déjà, on va essayer de chercher comme opportunité? Parce que ce diplôme, mine de rien, vous ne serez qu'un parmi les près de 80 000 étudiants qui vont obtenir un diplôme de master. Grande école ou pas. Qu'est-ce qui va faire la différence entre vous et un des près de 80 000 autres? À un moment donné, c'est une question qu'il faut vous poser. Surtout que, je ne prêche pas pour ma propre paroisse, mais les enseignements dans une grande école de commerce, ils sont très rapidement obsolètes. Les contenus que l'on vous donne, ça évolue très vite. Les théories en management, les théories en marketing. Il y a 10 ans, personne ne parlait de marketing digital, très peu. Maintenant, c'est une majeure dans les écoles de management. Toutes les écoles de management ont leur spécialisation en marketing digital. Pourquoi? Parce que l'impulsion de la recherche, l'impulsion de l'environnement, l'impulsion également des entreprises, tout cela change très vite. Donc ces connaissances que vous allez avoir pendant 3 ans, très bien, mais c'est un stock. C'est un stock qui va rapidement devenir obsolète. Il va falloir actualiser ce stock. Donc au-delà d'apprendre, il y a des écoles qui ont pris le parti de vous apprendre à apprendre plutôt.
C'est l'histoire de la pêche. Soit je vous donne du poisson, vous allez manger une fois, soit je vous donne une canne à pêche, je vous apprends à pêcher. Et vous allez manger du poisson quand vous voudrez. Apprendre à apprendre pourquoi? Parce que la génération de mes parents, ils rentraient quelque part, ils étaient 40 ans quelque part, et puis terminé. Ma génération, déjà, on est beaucoup plus mobile, nomade, entre les postes, donc on doit actualiser ses connaissances. On lit beaucoup, on se forme beaucoup. Alors votre génération, c'est même pas la peine. Ça va être constamment. Constamment. Donc pied à l'étrier, oui. Méthode de travail, oui. Mais constamment pendant votre carrière, vous allez être obligé d'actualiser ses connaissances. Donc un bon socle, mais un stock qui malheureusement, sous l'impulsion du changement, va rapidement devenir obsolète. Le changement, c'est pas nouveau. C'est même relié à l'histoire de l'humanité. Ce qui est nouveau, c'est la vitesse du changement. Tout va extrêmement vite. Le monde change extrêmement vite. Les règles du jeu, vous les connaissez, ces règles du jeu qui changent. Je pense que vos cours de culture générale, de géopolitique, vous invitent à prendre toute la mesure de ces changements. La quête effrénée de durabilité, suite à tous ces problèmes que l'on connaît. Les multiples crises qui se succèdent, qui s'éteignent très doucement. De nouvelles crises qui apparaissent, celle du terrorisme notamment. Des pays qui émergent, d'autres qui ont fini complètement d'émerger, fameux BRICS. Une génération, je vais reparler de vous un petit peu, mais une génération particulière, qui n'a pas les mêmes codes de l'entreprise que ses aînés, qui n'a pas la même relation au travail, qui est née connectée, qui est née mobile, là où les générations passées étaient beaucoup plus sédentaires. Cette fameuse génération Y. Et des générations qui arrivent, où la technologie est déjà en place. Bon, ce qui m'a toujours étonné à la technologie, c'est pas la technologie elle-même. C'est normal que l'on progresse au niveau de la technologie. C'est la place qu'on laisse à la technologie dans nos vies. Très connu, vous le connaissez certainement, mais élection de l'antépénultième pape. La foule, normale, et on peut remarquer un téléphone. Élection de l'avant-dernier pape. 8 ans. 8 ans. En 8 ans, c'est bien, on a créé des téléphones qui pouvaient prendre des photos, on a même créé des tablettes, donc de nouvelles technologies, qui sont venues créer de nouveaux espaces de marché. Mais surtout, tout le monde s'en est doté. Ça, c'est impressionnant. La place que nous avons laissée dans nos vies à des appareils, à des technologies, qui maintenant s'auto-entretiennent. En 1 minute, sur Internet, il se crée énormément de profils, de contenus. Vous pouvez avoir accès à tout cela, certifié ou pas, et c'est bien là le problème. Vous avez dans votre poche, sur votre téléphone, l'accès à tout le savoir de l'humanité. C'est quelque chose qui était impensable, même quand j'avais votre âge. C'était impensable encore. Impensable. Vous pouvez avoir accès aux meilleurs cours en ligne. Essayez les cours en ligne, vous allez voir, c'est très particulier comme pédagogie. Ils ne peuvent pas tout, bien entendu, néanmoins c'est impressionnant. Parce que ce sont les meilleurs professeurs généralement qui les font, qui s'appliquent, et ce sont des contenus extrêmement intéressants. Vous pouvez vous connecter via certains réseaux sociaux et ou professionnels aux plus grands influenceurs de la planète. Et converser avec eux, si vous arrivez à avoir la clé d'entrée. C'est là où votre background de préparationnaire, de connexion, vous savez jongler avec la complexité, va vous permettre peut-être de vous introduire plus facilement dans ces réseaux. Donc tout va très vite. Le cycle de vie des produits, des services, c'est extrêmement raccourci. On y superpose des cycles d'innovation continus. La concurrence, évidemment, extrêmement féroce, et pendant que je parle, le monde a encore changé. Et récemment, une étude, alors ça me fait toujours beaucoup rire les études, mais elle était plutôt sérieuse, c'est là 60% des métiers de 2035 n'existent pas encore. Alors j'ai gratté, j'ai fouillé, j'ai trouvé d'autres études. J'ai trouvé 45% en 2030. J'ai trouvé 90% en 2040. Donc il faut les laisser un peu tâtonner. Je pense qu'ils vont nous trouver la bonne date, la bonne proportion au bout d'un moment.
Mais si on va au-delà de ça, ce qui est intéressant, effectivement, je me suis dit, tiens, je vais repartir 10 ans en arrière. 10 ans en arrière, a priori, youtubeur, ça n'existait pas. Youtubeurs, influenceurs, ce sont des métiers qui sont de plus en plus recherchés, notamment par les entreprises. Il ne faut plus convaincre un client, il faut convaincre une communauté sur laquelle le client s'appuie pour façonner sa décision d'achat. Ça a changé, ça aussi. Traffic manager, ça n'existait pas. Data scientist, vous êtes responsable de toutes les données de l'entreprise. Ça n'existait pas. J'ai vu un nouveau métier aussi pour plus tard. Chief Happiness Officer. Vous allez être responsable du bonheur dans l'entreprise. Chouette ça comme métier. De créer une culture bienveillante dans l'entreprise, essayer de voir si les salariés se sentent bien. Et si vous grattez un peu finalement, on ne produit que de l'immatériel, essentiellement. 90% de la production mondiale, c'est de l'immatériel. Pour produire de l'immatériel, il faut des cerveaux, des connaissances. Et vous produisez derrière des connaissances. Donc en termes de production, input, output, immatériel. Quand vous portez des moellons, quand vous faites un travail physique, vous pouvez penser à autre chose en même temps. Vous faites un travail intellectuel, vous produisez de la connaissance, vous n'avez qu'un cerveau, vous ne pouvez pas passer à autre chose en même temps. D'où cette idée de l'employé heureux, bien dans son environnement, en phase avec la culture, qui a priori devrait être plus productif. Des métiers comme ça, dans 10 ans, de nouveaux métiers, moi je ne les connais pas, hein, les métiers, les futurs métiers, je les connais, je les garderai pour moi, je ne dirai pas devant une caméra. Mais c'est vrai que si on repart il y a 10 ans, il y a bon nombre de métiers qui n'existaient pas. Donc dans 10 ans, beaucoup de métiers n'existeront pas. Si on va encore plus loin, les personnes qui occupent les métiers qui n'existaient pas il y a 10 ans, maintenant, sont des personnes qui n'ont pas été formées, a priori, sur ces métiers à la base. Donc comment elles ont fait? Mais tout simplement, elles ont été nomades. Elles ont été nomades. On revient sur le apprendre à apprendre. Elles ont été mobiles, elles ont vu l'opportunité. Et surtout, elles ont compris une chose, que la valeur du savoir acquis, la valeur de la connaissance acquise, vaut bien moins que votre capacité à acquérir de nouveaux savoirs. Et c'est dans cette démarche qu'une pédagogie de grande école devra vous engager. À constamment apprendre, créer du sens vers une connaissance pour la mobiliser sur du développement. Si vous avez fait attention, je vous ai dit que le cycle des produits se diminuait et que les cycles d'innovation s'enchaînaient. Pour innover, il faut être créatif, il faut avoir des connaissances, il faut les mélanger, les mixer, etc. Il faut avoir des compétences, mais que vous n'avez pas encore, des compétences qui sont très difficilement tangibles. Vous ne pouvez pas apprendre assis dans un amphi, mais bel et bien par la pratique, par l'expérience, par l'action, etc., etc. Le fait que ces métiers n'existent pas encore, en tout cas à Pau, on s'est engagé dans une réflexion sur comment est-ce qu'on forme des jeunes adultes, des jeunes apprenants, à des métiers qui n'existent pas, dans des entreprises qui n'ont pas été créées, dans des secteurs qui n'ont pas encore émergé. Équation à 3 inconnues. Compliqué, très compliqué. Donc on a pris le parti de la compétence. Et pour effectivement que vous embrassiez ces carrières, il vous faut d'autres compétences. Alors bien sûr, les écoles de commerce vont vous doter de compétences techniques, ça sans aucun problème. Compétences techniques, le domaine du management, du marketing, de la finance, de l'entrepreneuriat, savoir travailler en mode projet, etc., etc. Très bien. Vous avez vu la photo qu'il y a derrière. C'est la face visible de l'iceberg. Il y a beaucoup plus important, qui va être sous-jacent à votre carrière. Hein? On reparle de ce fameux stock, hein? Ce stock qui est nécessaire pour avoir le diplôme, mais qui n'est pas suffisant pour vous sortir de ces 80 000 qui vont faire comme vous. Nous, c'est ce qu'on a appelé engager nos étudiants à réfléchir à demain, c'est les tomorrowers. Parce que demain, bien malin est celui qui va le prédire. Donc les compétences qu'il faut s'y intéresser dès à présent et doter nos étudiants d'un socle de compétences qui va leur permettre d'envisionner demain et d'être nomades, mobiles sur des occupations, sur des postes, sur des fonctions qui sont encore en gestation. Regardez ce que disait Darwin. C'est pas le plus fort qui va survivre, ce n'est pas le plus intelligent qui va survivre, celui qui va s'adapter le mieux en permanence au changement.
ni le plus fort, ni le plus intelligent. Celui qui s'adapte, qui voit venir, qui a un coup d'avance. Ça s'apprend. Ça s'apprend. En termes de compétences, regardez de très grandes réussites. Bon, lui, vous le connaissez, lui. C'est Richard Branson. Et lui, vous le connaissez, lui? Je le fais à chaque fois, celle-là. Celui, ça ne m'intéresse pas, c'est lui qui m'intéresse. Vous le connaissez, lui? Allez, je vous dis son nom. Généralement, vous ne le connaissez toujours pas. Pierre Omidyar. Pierre Omidyar, de très belle histoire. C'est la compétence d'association. Vous savez, j'ai fait ma thèse sur la créativité. La créativité, ce n'est ni plus ni moins que prendre deux connaissances, les mettre ensemble dans un sac, remuer, pour en créer une nouvelle. L'imprimerie. Gutenberg, comment l'élément déterminant dans la production de l'imprimerie, la machine à imprimer par Gutenberg, c'est qu'il voit sur la place du village un pressoir à vin. On met le raisin, on presse le vin mène à tout, de toute façon. Il presse le vin, il se dit, mais attends, si j'ai cette technique de pressoir, avec la technique des tampons dont on se servait pour frapper la monnaie, j'en fais des lettres. Je pourrais très bien imprimer des pages et des pages. Le tampon pour frapper la monnaie, le pressoir à vin, l'imprimerie. Lui, c'est un peu pareil. Système d'enchères, plus Internet, eBay. Alors, comment il y vient? C'est toujours ça qui est marrant dans la créativité. Comment il y vient? Il développe des compétences d'association. Sa copine collectionne les petites boîtes pèse. Vous voyez, là, ces bonbons avec une tête de cartoon. Là, quand vous levez, vous avez un bonbon qui sort. Vous voyez? À l'époque, je vous parle des années 1990, du siècle dernier. Quand vous êtes collectionneur, il faut faire des salons ou passer par un système de petites annonces. C'est très compliqué. Vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas la terre entière qui peut, sur des forums, dire ah, « moi j'ai ça, moi j'ai ça ». Ce sont des petites annonces. Lui, il trouve ça quand même très fastidieux parce qu'il y a des pièces très très rares, très certainement dans le monde entier, puisque PES développe en fonction des pays, des cartoons, etc. Et il décide de faire un petit site. Quand il voit qu'en fait, non seulement les personnes s'échangent ces petites boîtes PES, mais en plus en profitent pour s'échanger approximativement n'importe quoi. Généralement, quand vous en êtes au point de collectionner les boîtes PES, vous avez 200 collections derrière, a priori. Il commence à réfléchir, et il se dit, tiens, mais on pourrait mettre ces pièces rares en enchère. Et il a créé eBay. Fantastique réussite, un des premiers vraiment sites marchands au début du web et du web 2.0, fin des années 90, début 2000. Bon, allez, rattrapage, qui c'est lui? 15 milliards de capitalisation boursière, vous le connaissez. Ça va vous faire du bien de rentrer dans une grande école de commerce. Qui c'est celui-là? Michael Dell. Non? Dell? Dell Computers? Non? Oui? Ça y est? Un modèle original en plus, puisqu'il ne vend qu'en ligne, depuis le début. Enfin, qu'en ligne, qu'à distance. Première année d'école de commerce, ça mène à tout, je vous l'ai dit. Première année, il est dans sa chambre d'étudiant, il se demande pourquoi est-ce que le prix d'un ordinateur est 8 fois supérieur à la somme du prix de ses composants. Qu'est-ce qu'il fait? Il remet tout simplement une hypothèse fondamentale en question. Et il décide de faire ses propres ordinateurs, de les assembler pour les copains au début, et puis jusqu'à arriver en 2015 à une capitalisation à 15 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'il remet en cause une hypothèse fondamentale. Ceux-là, ils n'ont pas remis en cause une hypothèse fondamentale. Vous connaissez un auteur, l'auteur peut-être des sciences de gestion, ce qui me fait... J'adore cet auteur parce qu'il était économiste à la base. Enfin, je sais qu'il a révolutionné la gestion, ça me fait plaisir quand je discute avec mes collègues gestionnaires. Michael Porter, vous en avez entendu parler? Non? Michael Porter, il a sorti des outils d'analyse sur les marchés, les secteurs, etc. Si vous analysez le marché de ces trois-là, vous tombez sur une aberration monumentale. Alors, est-ce que c'est l'outil qui n'est pas bon, ou est-ce que les marchés ont évolué, ou est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer peut-être les outils? Vous ne les connaissez pas, ces trois? Les fondateurs d'Airbnb.
Airbnb, 10 milliards de capitalisation boursière, 0 chambre d'hôtel. Accor, 8 milliards et demi de capitalisation boursière, 244 000 chambres d'hôtel. Si j'analyse avec Porter le facteur clé de succès dans cette industrie de l'hôtellerie, ben c'est qu'il ne faut pas posséder d'hôtel. Tout simplement. Ils se sont juste dit, pourquoi est-ce qu'il faudrait posséder l'hôtel pour pouvoir louer une chambre? Tout comme Uber qui se dit, pourquoi est-ce que je devrais posséder des taxis pour faire taxi? Alors qu'il y en a qui le feraient pour moi. J'ai juste qu'à mettre en relation. Remettre en cause des hypothèses fondamentales. Une deuxième compétence très importante. Lui, je sais bien qu'il soit 1,5 milliard, mais lui, quand même. Raman Tata, Tata Mobile, Tata Metal, milliardaire indien, qui est assis à la terrasse d'un café, va passer une famille à 5 sur un scooter. Il se dit, mais si j'arrive à leur faire une voiture à un prix relativement raisonnable, il y a le besoin, ils achèteront la voiture. Tata Mobile. Un succès colossal en Inde, qui l'a rendu encore plus puissant et riche. L'observation. Tous les tickets de loterie gagnants sont dans votre environnement. Association, remettre en cause des hypothèses, observation. Lui, qui c'est? Vous le connaissez. Vous l'avez vu là, en plus, on a beaucoup parlé de lui là pour le Black Friday. Jeff Bezos, d'Amazon. Qu'est-ce qu'il a inventé, Jeff Bezos, finalement? Qu'est-ce qu'il a inventé, d'après vous? D'habitude, quand je pose cette oui, allez-y. Une plateforme. Il a inventé une plateforme, oui, pourquoi pas. Bon, il faut aller plus loin. Oui. Un supermarché en ligne, oui, après. Parce que justement, la compétence dont je parle là, c'est l'expérimentation, c'est aller plus loin. Le concept de plateforme est intéressant. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il dématérialise la chaîne de valeur logistique de n'importe quel achat que vous pouvez faire. Vous allez dans un magasin, vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous l'achetez parce que le magasin l'a en stock, parce qu'il l'a commandé, un fournisseur, etc. Lui, il dématérialise tout. Mais il n'invente que ça. Et au début, il se dit sur quoi je vais le tester en fait. Quel va être le secteur dans lequel je vais pouvoir tester cette dématérialisation? Et il a choisi la librairie au début. Et maintenant, vous avez vu tout ce qu'il a. Il est en train d'être très impliqué sur les voyages dans l'espace. Ce que l'on sait moins également, c'est la puissance de tir d'Amazon sur tout ce qui est serveur informatique. C'est une grande part du chiffre d'affaires d'Amazon. Donc, quatrième compétence, expérimentation. Bon, et alors là, vous êtes inexcusable si vous ne connaissez pas ces deux. Il en manque un, il était trois, mais là, il y en a deux. Vous en servez tous les jours. Tous les jours. J'en suis persuadé. Chad Hurley, Steve Chan, non? Ça vous dit toujours rien? Travaille chez PayPal. Vous connaissez PayPal? C'était le premier outil de paiement en ligne électronique. PayPal qui a été fondé par Peter Thiel et Elon Musk. Ça va vous certainement vous dire. Bon, ces deux-là. C'est pour vous illustrer l'effet de réseau. Le monde est très complexe, vous n'aurez pas toutes les compétences. Par contre, il faut développer le savoir qui. Qui sait qui va avoir la compétence et qui va pouvoir vous aider à faire ça. L'histoire de ces deux, c'est surtout l'histoire du troisième qui arrive, qui est allé au zoo et qui a filmé avec son caméscope et qui veut le montrer à tout le monde chez PayPal. Alors il passe avec son caméscope et ses fils pour brancher et il montre les animaux. Les deux, ils disent attends, ce qu'on pourrait faire, c'est un petit site FTP. Tu mets ta vidéo sur le site FTP, tu envoies le lien et les collaborateurs peuvent le regarder à partir du lien sur l'ordinateur. C'est quand même beaucoup plus pratique. On est en 2004-2005. Bon, mais ce site FTP, c'est devenu YouTube, 3 mois après, et 1 an et demi après, ils ont vendu 1,5 milliard de dollars à Google. Ils n'avaient pas 30 ans encore. C'est pas mal pour démarrer dans la vie, un petit milliard et demi de dollars. Je vous garantis. Ça ne fait pas le bonheur, mais il faut commencer à voir venir, quoi. Pour financer son école de commerce, c'est parfait. Je vous garantis. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? L'association des connaissances. Remettre en cause des hypothèses, le networking, l'expérimentation et l'observation. Vous voyez que les compétences se ramollissent un petit peu là. On n'est plus dans de la compétence dite dure.
du hard skills. On commence à être dans ce qu'on appelle les soft skills. Et c'est bien cela dont il va falloir vous doter pendant ces 3 ans de grande école, parce que vous allez être appelé à évoluer dans des environnements qui vont changer en permanence très rapidement. Donc il va falloir soit subir le changement, et vous le paierez tout au long de votre carrière, soit embrasser le changement, voire en être un vecteur. Et les meilleurs postes, les meilleures expériences professionnelles sont à ce prix. Vous allez passer votre carrière à résoudre des problèmes complexes. Qu'est-ce que c'est qu'un problème complexe? A priori, on n'a pas besoin de vous, on n'a pas besoin de votre puissance cognitive pour résoudre des problèmes quotidiens. On a besoin de vous sur des problèmes complexes, mal définis, où l'information n'est pas disponible, où l'information est ambiguë, où les compétences ne sont pas toutes en interne, où la solution, même des fois, a priori, n'existe pas. Hein, comment est-ce que je fais pour vous former à des métiers qui n'existent pas? Voilà un problème complexe. Pourtant, on y réfléchit. Pour appréhender ça, il vous faut une gamme de compétences que malheureusement, vous ne pourrez pas acquérir assise et assis dans un amphi. Mais bel et bien, parce que vous allez voyager, expérimenter, discuter, pratiquer, mettre en action, réfléchir, prendre du recul. Trouvez-vous cette école de commerce qui va vous permettre de faire ça. Donc pour l'instant, quand vous allez dans l'école, regardez le modèle pédagogique, regardez l'ADN de l'école, c'est extrêmement important. Ces compétences-là, les entreprises vont payer très cher si vous les avez. Très très cher. Et celles-là, vous ne pourrez les prouver que par l'expérience et vos réalisations. Votre diplôme, c'est très bien, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vous doter de ces compétences. Ces compétences, on les appelle les soft skills. C'est votre art de communiquer, votre art de faire du storytelling, votre art de faire des PowerPoint, votre art de négocier, de gérer des conflits, de convaincre, de travailler en équipe, en mode projet, de gérer des cas difficiles des fois, d'être créatif, d'être professionnel aussi, de connaître les codes, les dress codes, le code de l'entreprise, de savoir à qui vous avez affaire, votre aisance relationnelle, etc. Toute une gamme de compétences, je le répète, c'est pas assis, mais bien par l'action que vous allez l'acquérir, la confrontation. Confrontation avec différents points de vue, confrontation avec différents milieux, de l'expérience, de l'ouverture. C'est une pédagogie qui est très particulière, et qui est faite essentiellement d'action, de prise de recul, de retour à l'action, de prise de recul, où on crée du sens derrière les connaissances. Comment est-ce qu'on peut être sûr de cela? On le sait tout simplement. Alors à Pau, on le sait parce qu'on travaille énormément avec les entreprises, donc elles nous le disent. Et quand on trouve des enquêtes relativement solides, opérées par des organismes relativement sérieux, avec des problématiques claires, quelles sont les attentes des recruteurs? Vous voyez qu'en 1, les recruteurs attendent des diplômés ayant un bon comportement, un bon savoir-être. Toute cette gamme de soft skills, ce que vous êtes, au-delà de votre diplôme, votre savoir-être, votre attitude, votre comportement, votre attitude qui va faire ou défaire votre carrière tout au long de votre vie. C'est ce que les recruteurs attendent. Pourquoi? Et généralement, dans les entreprises, les managers, ceux qui tiennent les cordons de l'entreprise, c'est des gens qui ont mon âge, voire même un peu, voire beaucoup plus vieux. Ils n'ont pas la même représentation que vous de l'entreprise. Ils ne vous comprennent pas. Vous êtes connectés, vous vivez avec le net en permanence. Le net, c'est plus une angoisse sociale que ça a développé chez eux. Vous n'avez pas vu la pile de bouquins là, sur votre génération qu'ils écrivent là? Vous avez vu l'âge des auteurs? 55, 60 ans, 65 ans. Je n'ai pas vu encore d'entre vous écrire toute sa génération. C'est compliqué à remarquer. Ils ne vous comprennent pas, ils ont peur de vous. Ils ont peur que vous ne soyez pas fiable. C'est ça leur plus grande peur. Donc les attentes des recruteurs, en 1, ce sont des gens fiables. Et pas des gens fiables parce que vous avez du savoir-faire et un très bon diplôme. Des gens fiables parce qu'on va vous confier des missions importantes, des responsabilités. Vous allez devoir vous intégrer dans des équipes déjà en place. Et ça, rien n'est garanti. En plus, vous êtes complètement mobile sur d'autres postes. Vous êtes mobile intellectuellement.
Combien de copains j'ai qui ont fait de très belles écoles, qui avaient de super boulots, qui du jour au lendemain, stop, j'en peux plus. Et qui sont allés faire des métiers payés très très bas, mais ils s'éclatent. Parce qu'il y a du sens. Cette création de sens, vous pouvez d'ores et déjà la chercher dans la grande école. Créer du sens derrière les enseignements, créer du sens derrière vos expériences, façonner votre savoir-être. C'est le critère numéro 1. Après, ne nous trompons pas de débat. Les entreprises vont vous recruter sur un métier, mais ce qui va faire la différence entre vous et quelqu'un d'autre, c'est votre savoir-être. Tout simplement. On va avoir envie de travailler avec vous ou pas. Un peu comme les oraux que vous allez passer dans les grandes écoles. Vous allez avoir un prof qui va vous vouloir ou pas dans sa salle de cours. Et un professionnel qui s'imagine vous avoir dans son entreprise. Ou pas. Si les deux sont d'accord, a priori, vous pourrez intégrer l'école. S'ils ne sont pas d'accord, malheureusement, les portes de l'école vont vous être fermées. Le savoir-être est d'une importance capitale. Et vous détenez ces clés. Vous détenez ces clés. Ces clés, elles vont vous permettre de révéler au fur et à mesure votre potentiel. Donc quand vous allez vous intéresser aux écoles, regardez les écoles qui vont vous permettre, en fonction de ce que vous aimez, en fonction de ce que vous êtes, en fonction de votre subjectivité, de votre singularité, celles qui vont faire levier avec votre projet. Et vous allez voir, c'est là que ça se complique. On est tous singuliers, uniques, différents. Qui va respecter cela? Qui va vous apprendre à être audacieux? Il faut innover en permanence. Pour innover, il faut prendre des risques. Il faut quitter sa zone de confort. Est-ce qu'on va vous permettre de quitter votre zone de confort? Est-ce que vous aimez cela? Est-ce qu'on va vous permettre de travailler en situation d'incertitude? Est-ce qu'on va accepter des points de vue un peu plus marginaux, de remettre en cause certaines hypothèses? Est-ce qu'on va accepter votre singularité, tout simplement? Pour cela, c'est la confrontation avec tout le monde, avec l'école, avec les autres étudiants, avec les entreprises. C'est comme cela que vous allez pouvoir voir si effectivement cette école va vous le permettre, de quel finalement bois vous êtes fait. Mais ces métiers-là demain, les métiers où il va falloir jongler avec l'incertitude, les problèmes complexes et des compétences tout à fait différentes des compétences techniques, c'est ce qui vous attend dans votre carrière professionnelle. Alors ça se complique pourquoi? Parce que tout part du projet finalement. Votre projet c'est comme une roadmap, une carte. Il faut que vous arriviez aux oraux avec un projet. Ça c'est ce qu'on vous dit. Alors moi je vais juste faire un petit sondage. Qui a passé plus de 3 mois dans une entreprise ici? Levez la main si vous l'avez fait, bravo. Il y en a donc très peu. Qui a déjà fait de la finance, du management et du marketing ici? Et donc, pour les oraux des écoles de commerce, on vous demande un projet avec un poste, et si possible, secteur d'activité. Et pour cela, vous allez nous expliquer que vous allez suivre des enseignements, vous ne savez même pas de quoi il parle. Est-ce que vous voyez pas poindre quand même le bout d'une légère aberration dans ce qu'on vous demande sur cet exercice? Non, il n'y a que moi peut-être. Et oui, votre projet, je vous parle de temps d'internationalisation, de professionnalisation, d'enseignement. Vous êtes en classe préparatoire, vous avez fait un très bon choix, chaque chose après l'autre. Donc quand vous allez arriver aux oraux, il vous faut un projet. C'est pour ça que pour les oraux, on se retrouve chaque année à Pau avec 65, 80 futurs chefs de produit chez L'Oréal. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez faire? Chef de produit chez L'Oréal. Bon, alors vous savez, vous avez quand même des pros en face. Ça fait 10 ans que je fais passer les entretiens, vous avez des professionnels. Quand vous prenez le DRH de Total ou du groupe Safran, il sait comment mener un entretien, même si vous êtes étudiant pour entrer dans une école, ne vous inquiétez pas. Alors on pose quelques questions. Bon, mais parle-nous de L'Oréal, puisque ça a l'air de tenir à cœur. Parle-nous de sa politique de responsabilité sociale, par exemple. Si vous allez sur le site de L'Oréal, vous ne voyez que ça, vous avez l'impression que c'est une ONG, L'Oréal. Oula, ça commence à s'enfoncer dans le siège, là. Voilà.
Alors les filles sont très très fortes parce qu'elles gardent la tête froide, toute blanche, sauf que là elles sont cramosies. Les mecs regardent au loin, comme s'ils allaient nous annoncer un truc. Hein, ils posent les mains sur la table, quand il y a une feuille dessous, ils transpirent tellement, mais ils ne savent pas quoi dire, que la feuille est gondole. L'effet de la sueur. Non, le plus simple pour aborder ce problème, moi ce que je vous conseille, ce que je dis aux étudiants, attention c'est très... Bon. Si votre projet n'est pas défini, venez avec des pistes de définition du projet. Il me semble que le bon sens peut vous faire dire que vous voulez quand même intégrer une grande école pour être accompagné dans votre projet. Du moins, il me semble. Si on vous retoque pour ça, c'est une très bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne école. On n'a pas le droit de retoquer quelqu'un de 20 ans qui se cherche, parce qu'à 20 ans, on se cherche. Je vous garantis que si si le moi-même de 20 ans, vous voyez ce que je suis à 40, il se roulerait par terre en rigolant, hein, je vous garantis. On n'était absolument pas parti pour ça. Hein. Moi, je voulais être musicien, j'avais un groupe de musique, je me suis inscrit en fac d'éco parce qu'il fallait pour mes parents que je m'inscrive en fac d'éco. Bon, je fais une thèse de sciences éco. C'était pas le chemin. Mais la vie, c'est ce qui nous reste une fois qu'on a fait nos projets. Donc à 20 ans, globalement, on ne sait pas quoi faire. Alors si, il y en a quelques-uns qui ont une carrière établie, etc. Très bien. C'est une minorité. Une minorité. On va passer 1500 jeunes de votre âge chaque année à Pau pour les entretiens. Bon, un projet, ouais, ça me plaît. Tiens, j'aimerais bien explorer le marketing. J'aimerais bien voir. Oui, le secteur automobile me plaît beaucoup. On a des étudiants qui arrivent. Moi, je veux travailler dans la banque. Pas de problème. Stage de 3 semaines, un mois dans la banque, il revient. Bon, je veux travailler partout, sauf dans la banque. Très bien, parfait. Tu vas aller voir, tu as testé l'hypothèse, c'est pas fait pour toi, tu as raison, tu t'en rends compte maintenant, c'est très bien, allez on pivote, on trouve un autre projet. Donc le projet, il faut quand même, entre ne rien avoir du tout et dire bon, je sais pas, je verrai, et vous balancer quelque chose qui n'est pas votre projet, mais un truc sur lequel vous êtes super documenté pour vous dire, regardez, monsieur, j'ai quand même de la suite dans les idées. Bon, le projet, nous, on peut quand même considérer qu'il est comme ça. C'est quand même légèrement embrouillé, le truc. Hein. Mais on discute. On discute, et c'est ça un entretien aussi, on discute sur les pistes à explorer, etc., etc. Voilà ce qui est intéressant. Après, si vraiment vous voulez arriver avec un projet parce que vous ne voulez pas subir cet écueil-là, renseignez-vous bien sur le poste, sur l'entreprise que vous avez choisie, si vous choisissez une entreprise, etc. Soyez infaillible, parce qu'on aime bien vous mettre en situation de chauffe, un peu, en situation de tension, pour voir comment le matériau y réagit en situation de crise. Non. Globalement, si le projet n'est pas ficelé encore, peu importe, demandez dans les écoles quel est le mécanisme d'accompagnement. Est-ce que vous allez être accompagné? Certains préfèrent être anonymes et traverser l'école de manière anonyme pendant les 3 ans, très bien, ce n'est pas la majorité. On a besoin de conseils, c'est bien d'être coaché, c'est bien d'être connecté, c'est bien d'avoir un référent, un facilitateur, quelqu'un avec qui parler, qui n'est pas forcément un de ses pairs, puisque c'est quelqu'un de l'administration, quelqu'un du corps professoral, une entreprise qui peut vous parrainer, etc. Donc demandez quel est le système d'accompagnement si vous allez être accompagné ou livré à vous-même, tout simplement. Vous avez tous a priori des projets personnels, des projets professionnels, des projets à l'international. L'idéal, c'est de mixer les trois pour façonner votre projet. Une carrière, c'est long. Il vaut mieux aller en courant au travail qu'à reculant. Hein. Tout ce que vous entendez comme pathologie, comme le burn-out, le stress au travail, etc., sont des réalités. Hein. Vraiment. Ce sont des réalités. Les antidépresseurs, etc. Ce sont des réalités. Vous êtes dans une situation, pour l'instant, qui est très intéressante. Vous avez ce projet à 5 ans d'école de commerce. Vous allez vous créer du choix. Vous allez avoir le choix. Le choix de vous engager vers l'avenir que vous souhaitez. Donc c'est extrêmement intéressant. Persévérer, 40 ans, c'est extrêmement long. Il faut se donner les moyens de faire ce que vous voulez. Hein, que vos idées, elles impactent et que vous engagiez vers l'avenir que vous souhaitez. Alors évidemment, pour certaines écoles, la conception d'accompagnement, c'est ça. Bon, vous verrez que dans d'autres écoles, pour en particulier, l'accompagnement, c'est plutôt ça, nous, chez nous. C'est quand même très...
On aime bien ça. En fait, on accompagne autant, on fait beaucoup de sur-mesure, tout simplement parce que, je vais vous expliquer notre dispositif d'apprentissage, on vous envoie chez des partenaires entreprises. Donc on ne peut pas envoyer n'importe qui chez des partenaires entreprises, sinon notre partenaire va nous dire « arrête ». Donc ensuite, renseignez-vous, comment sont faits les cours dans l'école. Je suis dans un amphi, est-ce qu'on est dans des petites salles? On en a évoqué. Au bout, les diplômés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Quels sont les profils? C'est pour faire des palettes et des palettes qui va bosser chez PwC ou un autre. Si c'est votre truc, foncez, mais c'est peut-être pas le truc de tout le monde non plus. Puis regardez comment sont dispensés les cours. Quelle est la proportion de dématérialisation des cours? C'est très bien les cours en ligne. Les cours en ligne, vous n'avez pas besoin a priori d'intégrer une grande école pour faire un cours en ligne. Ils sont en accès libre. Chez vous, sur votre ordinateur, à votre rythme. Ce qui est intéressant dans la grande école, justement, c'est la confrontation. L'enseignement, à un moment donné, j'espère que vous ne me ferez pas mentir, c'est quand même, ça reste un sport de contact, hein, d'interaction, où on échange. Donc, regardez tout cela, et le mieux, c'est d'aller dans les écoles pour demander tout cela. Après, je pense et je suis convaincu, voilà, l'éducation, on allume quelque chose, on allume un feu. Tout ce qui nous intéresse, c'est que vous posiez des questions, parce qu'on ne sait pas enseigner à des étudiants qui ne se sont pas posés de questions. Le reste, c'est plus compliqué. Donc allez, les 3 temps, évidemment, et puis le temps essentiel, votre épanouissement, votre équilibre, votre quête. Alors ça paraît peut-être un peu gros, mais oui, votre quête du bonheur. Hein, ça rejoint un peu ce que l'on dit, d'avoir conscience de vous, d'être en phase avec vous, avec votre environnement, avec votre environnement proche et les autres. Et ça, malheureusement, il n'y a aucun classement qui va vous le donner. A priori, ah oui, on va classer, il classe tout, hein, la recherche, les mètres carrés du bâtiment, le nombre de professeurs. Une année, on a eu le nombre de toilettes dans le bâtiment aussi. C'était fort, c'était très très fort. Les classements, ils ne vont pas vous expliquer où vous allez vous épanouir. Ils peuvent vous donner des outils d'aide à la décision si vous êtes sensible au classement. Regardez comment sont faits les classements néanmoins pour avoir un classement qui a un objectif. Mais ils ne vont pas vous expliquer dans quelle école vous allez être la plus heureuse et le plus heureux. Ça, c'est subjectif, c'est à vous à venir vous faire une idée. Et je vous invite à passer dans quand même pas mal d'écoles aux oraux pour voir ce qui se passe dans l'école, en vrai. L'épanouissement, il est à ce prix, de toute façon, et une composante également essentielle. Vous vous êtes posé la question d'où vous voulez vivre? Où est-ce que vous voulez vivre? Il y a des grandes écoles dans toutes les grandes villes de France. Nous, c'est Pau, c'est là. Vous aviez révisé votre géographie peut-être, mais c'est vrai que ça se passe. C'est le sud-ouest, gros tissu économique, l'énergie, avec le centre de recherche mondiale de Total, le groupe Safran aéronautique, un cluster Arkema en chimie, l'agroalimentaire, vous êtes dans le sud-ouest, et un environnement naturel fabuleux, donc vous avez évidemment beaucoup de sport. Vous allez voir ça. Nous avons 3 vallées somptueuses, nous ne sommes pas très loin de ça, et de nos amis espagnols, bien entendu, et leur sens aiguisé de l'amusement collectif. Bon, globalement, nos étudiants sont épanouis, ils sautent en l'air souvent, sans raison, comme ça, ils sont contents. Après, attention, hein, nous, on a pris le parti d'être la petite grande école, en fait. C'est un parti pris, on refuse la massification, on fait des petits groupes, 30-35, parce que c'est comme ça qu'on peut mieux accompagner. Voilà, la Little Big School, on s'est appelé comme ça pendant très longtemps. Bon, alors Little Big School, mais grande école quand même, hein, forcément. Vérifiez toujours, dans le cadre du SIGEM, de concours BCE écrit comme, vous n'aurez pas de problème, mais vérifiez quand même qu'il y a des signaux qualité. Nous, on a pris le choix d'être petit parce que c'est très moderne. C'est très moderne. Si vous avez vu un peu, et on va y venir rapidement, hein, la massification qu'il y a eu dans les grandes écoles récemment, c'est très moderne de vouloir rester petit. C'est avant-gardiste. On se dit que petit, c'est plutôt puissant, c'est beau, c'est résistant, et surtout c'est différent. Et ça nous plaît bien par contre. Alors rapidement, parce que je parle beaucoup finalement, je vais peut-être passer très vite sur le modèle grande école
de Pau pour arriver aux questions de financement. Ça va, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Donc une pédagogie par l'action, expérientielle et coaching. Expérientielle pour pratiquer, hein, l'élève engagé c'est l'élève qui apprend. Et surtout du coaching, parce qu'on connaît les doutes que l'on a, les incertitudes que l'on a quant à son avenir professionnel. Donc, esprit start-up, énormément, parce qu'on travaille de manière très proche, et surtout, on est en permanence dans le mouvement et dans l'action. Donc, très rapidement, mais je ne vais pas le détailler, voilà un programme, notre programme Grande École, que vous allez retrouver de toute façon, a priori, dans énormément d'écoles, à peu de choses près, avec des temporalités tout simplement différentes, c'est-à-dire que certains blocs peuvent être placés autre part, mais des temps d'enseignement, des temps de professionnalisation, d'expérience et d'internationalisation. Donc, première année, fondamentaux, on voit tous les fondamentaux autour du marketing, finance, management. Nous avons la particularité de tout mettre en pratique. Un business game, c'est-à-dire on va vous mettre à la tête d'une entreprise. Vous n'y connaissez rien, tant mieux, vous allez vous poser des questions. Et les contenus pédagogiques tout au long du semestre vont être faits pour que vous puissiez prendre des décisions à la tête de votre entreprise. Donc une entreprise virtuelle. Au deuxième semestre, au deuxième semestre, on va matérialiser cela en s'occupant des associations. Une association, ce n'est ni plus ni moins qu'une organisation. Donc on va retrouver la gestion d'équipe, d'entreprise, de budget, de créativité, recherche de financement, d'événementiel. Sauf que là, on se met dans une position concrète. Les associations qui existent à l'école ou celles que vous voulez créer. Vie associative, extrêmement important dans une école de commerce. Au-delà des cours, c'est ce qui vous permet de vous socialiser, de rencontrer les différentes promotions d'étudiants, de faire ce que vous aimez, de vous impliquer pour la vie de l'école, de vous impliquer d'un point de vue social sur votre campus. Donc nous encourageons tous nos étudiants à participer à des associations. Et c'est le sel de la vie étudiante dans une grande école. Votre première expérience à l'international, vous allez la voir tout de suite après la première année, pendant l'été. Nous vous demandons d'aller travailler 3 mois à l'étranger, minimum, sur une période de 4 mois à l'étranger. Pourquoi? Travailler vos langues, votre autonomie, pour d'ores et déjà monter un projet personnel, parce que, mine de rien, partir à l'étranger, y trouver du travail, etc., c'est un projet qui se construit, hein. On commence à le construire approximativement là, ensemble. Et quand vous revenez, alors vous partez un peu partout dans le monde, hein, voilà où partent nos étudiants globalement dans le monde, quand vous revenez, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes prête, vous êtes prêt, vraiment, à ce qu'on attaque le programme de master. Business Project, on fait venir les entreprises, elles ont des problématiques, elles vous les soumettent, elles vous coachent. Et en équipe, vous devez faire les meilleures préconisations et présenter ces préconisations aux entreprises. Je garantis qu'il y a une différence entre présenter un PowerPoint devant vos camarades sur Facebook et qui se fichent éperdument de ce que vous racontez, et des entreprises qui sont là par contre pour prendre très sérieusement ce que vous êtes en train de dire et vos préconisations. Il y a une grande différence. Généralement, nos étudiants viennent très très bien habillés. Derrière, il y a les stages, il y a les apprentissages, il y a surtout une expérience concrète dans la peau d'un consultant. Alors nous, on est un peu différents, originaux. On permet à nos étudiants de se spécialiser dès la 2e année. Donc, vous choisissez une spécialisation. Ces spécialisations, nous avons une gamme, en management, en finance, en marketing. Certaines sont d'ores et déjà toutes enseignées en langue anglaise. C'est en fonction de la tonalité que vous voulez donner à votre profil, à votre parcours, que vous choisissez une de ces spécialisations. Elle ne vous enferme pas, loin de là. Vous allez voir que vous pouvez rebondir sur d'autres spécialisations après. Donc le choix d'une spé et surtout le choix d'un parcours. C'est à ce moment-là que nos étudiants décident de partir en apprentissage ou de continuer sur un parcours que nous on appelle régulier. Dans le cadre d'un apprentissage, c'est 24 mois dans une entreprise où on va alterner 2 semaines à l'école, 7 semaines dans l'entreprise. Alors l'avantage de l'entreprise, et ça va faire la transition avec comment je finance ma business school. Bon, nous on a inventé avec l'ESSEC en 1994, on a été les 2 premiers à proposer le dispositif d'apprentissage dans les grandes écoles de commerce en France. Plus de la moitié de nos étudiants en master font ce choix-là.
La particularité, c'est que nous trouvons les contrats pour vous, auprès de nos partenaires, dans la France entière. Généralement, nous trouvons plus de contrats que nous n'avons de places disponibles pour l'apprentissage. Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine nous bride à 150-160 places pour faire l'apprentissage. 24 mois de contrat, 80% du temps, vous allez le passer en entreprise. Avantage évidemment, l'entreprise prend le relais pour s'acquitter de vos droits de scolarité et vous rémunère en moyenne 1100 € net par mois. Donc forcément, en termes d'autonomie et du point de vue de l'aspect financier, c'est extrêmement intéressant. Ce n'est pas ce que je trouve le plus intéressant à l'apprentissage, je vais y revenir. Voici, par exemple, une liste non exhaustive des partenaires avec qui on travaille, non exhaustive parce que j'en avais marre de copier-coller les logos, mais globalement, évidemment, des gros partenariats avec Total, puisque c'est un local, avec Safran, un local évidemment, tout le secteur bancaire, avec des cabinets de consulting, des cabinets d'audit financier, etc., etc. Donc chaque année, nous avons des places disponibles chez nos partenaires. 70% des contrats qu'on trouve, ce sont des offres exclusives pour le SCPO Business School. Et les étudiants se positionnent en fonction. Pendant que vous faites l'apprentissage, vous suivez une de ces 6 spécialisations. Les entreprises sont partie prenante des contenus, interviennent dans ces spécialisations. Donc en fonction du poste que vous occupez, vous suivez une de ces 6 spécialisations. Le grand avantage de l'apprentissage, au-delà de l'aspect financier, c'est celui-là. Vous obtenez bien évidemment le master en management, mais surtout, avant même d'être diplômé, 2 ans d'expérience professionnelle. La moitié de nos apprentis sont engagés dans les entreprises dans lesquelles ils font l'apprentissage. 70% des apprentis se voient proposer d'ailleurs un contrat. Il n'y a que la moitié qui accepte, les autres changent d'entreprise, voient à l'international, font autre chose. Ces 2 ans d'expérience, on est plus sur ce que vous êtes capable de faire. Vous prouvez dans votre curriculum ce que vous avez fait. Il y aura toujours un recruteur qui connaît quelqu'un, qui a vu quelqu'un, qui connaît la personne avec qui vous allez travailler dans l'entreprise. Et qui va demander si vous êtes fiable ou pas. Généralement, ça se passe très bien, vous êtes recommandé. Et ça, c'est la meilleure des preuves. Au-delà d'un master, de n'importe quelle grande école de commerce, les recruteurs, ils ne recrutent pas une grande école, ils recrutent un profil. Et dans ce profil, quand il y a une expérience, c'est gagnant. Vous imaginez passer 2 ans, je vous donne un exemple, chez IBM, avec qui on a un gros partenariat, 2 ans d'apprentissage chez IBM, vous sortez de l'école, vous avez 24 ans, un master, 2 ans d'apprentissage chez IBM. Je ne me fais aucun souci pour vous, pour le futur. Néanmoins, parcours régulier également, teinté de stage, on peut faire une césure entre première, deuxième année ou deuxième année, troisième année. Le choix d'une deuxième spécialisation qui peut se faire d'ores et déjà à l'international. Le choix ensuite d'une troisième spécialisation à l'international, d'un stage de 6 mois en France ou à l'international, ou bien, soyons fous, 1 an à l'international, en situation professionnelle. Donc vous trouvez un contrat, on vous accompagne à trouver un contrat à l'étranger, et pour valider votre dernier semestre, nous vous proposons des cours en e-learning. C'est approximativement les seuls cas où nous faisons du e-learning, parce que quand vous êtes par exemple à Kuala Lumpur dans une start-up, on peut difficilement vous donner cours ou vous demander de revenir. Donc là, le e-learning est pertinent. Et vous validez votre dernier semestre avec du e-learning depuis votre lieu de travail. Et vous gagnez 1 an d'expérience à l'international. Donc vous voyez, en fonction de la couleur, de la tonalité que vous voulez donner à votre parcours, à votre profil, vous allez pouvoir moduler, à Pau comme dans une autre grande école, votre parcours. Après, tout le monde n'offre pas les mêmes spécialisations, tout le monde n'offre pas la possibilité de faire l'apprentissage dans ces conditions, tout le monde n'offre pas la possibilité d'aller travailler à l'international tout en complétant son cursus. C'est à vous renseigner sur les écoles en fonction de votre projet. Les spécialisations, elles se suivent, bien sûr, entre la 1 et la 2. Elles se suivent, on continue en anglais, nous avons des partenariats, je pense à International Finance où vous avez le choix
entre New Delhi et Wichita aux États-Unis pour finir votre dernier semestre. Sinon, une spécialisation 3 pour ceux qui vraiment sont partis avant et veulent rester à l'école. Mais globalement, les étudiants aiment beaucoup partir, aller étudier à l'étranger et choisissent très souvent ce dernier semestre de la troisième année. Comment ça se passe à l'international? Des partenariats dans le monde entier, là c'est pareil, hein. Toutes les écoles ont énormément de partenariats universitaires. Nous en avons toute une gamme, nous les connaissons tous. Ce sont des partenariats actifs. Petite particularité chez nous, comme vous avez bien compris que le parcours se dédoublait en deux, ceux qui suivent un parcours régulier, ceux qui suivent un parcours d'apprentissage, ce sont les réguliers qui partent faire un semestre universitaire à l'étranger. Donc nous garantissons beaucoup de places pour nos étudiants. 9 sur 10 obtient son premier choix de mobilité. On n'est pas dans un système de classement. Celui qui a très bien travaillé part à New York, et c'est le dernier, il part au fin fond de la Bulgarie, dans une université qu'on ne connaît pas. 9 sur 10, premier choix de mobilité. Vous savez donc tout ce qui se passe dans le programme. Une petite récré quand même pour voir ce qui se passe autour du programme. Donc vous savez tout, c'est-à-dire on va faire une nouvelle vidéo, généralement ce sont les étudiants qui les font, ça c'était celle de l'année dernière. Renseignez-vous sur tout ce qu'il y a à côté du programme. Là vous avez le Startup Weekend, les 24 heures de l'innovation, toutes les activités associatives, hein, à la neige, pour nous à l'océan. Renseignez-vous sur tout cela, parce qu'en termes d'expérience également, en termes de création de réseau et d'épanouissement, c'est déterminant ce que vous allez vivre dans une grande école. Bien, ça a l'air sympa, maintenant comment on finance? C'est la question. Prenez-vous à l'avance sur cette question de financement, pour avoir une simple raison que chaque année, nous voyons au niveau des étudiants qui ont de très très belles écoles, parfois même de superbes écoles, qui sont admis et qui pourtant ne peuvent pas accéder à l'école parce que, suffisamment en amont, ne sont pas penchés sur cette question du financement. Alors petit tour d'horizon quand même, hein. Voici les droits de scolarité dans les écoles de commerce. Et je me suis fendu d'une petite variation 2009-2017, donc en 8 ans.
sur les droits de scolarité. Donc ça, c'est en 2017. J'espère pour vous que cela ne va pas augmenter pour la rentrée 2018, votre rentrée. En moyenne, 56% d'augmentation en mi-temps. En moyenne, voici les droits de scolarité dont vous devrez vous acquitter. Alors évidemment, il y a le club des 40, il y a le club des 30, dans le club des 10, ils sont un peu seuls, et le club des 20. Alors comment on fait pour le financer? Sur le papier, ça a l'air inatteignable. Je vais rajouter une couche. C'est pas que l'école qu'il faut financer. A priori, il faut manger pour vivre aussi. Vous n'allez pas dormir sous un pont. Vous allez avoir 2-3 sorties quand même. Il faut vous vêtir. Ça me semble le b.a.-ba. Ça, c'est fonction de la ville où vous serez également. Vous imaginez bien qu'un appartement à Paris, c'est pas pareil qu'un appartement à Pau. L'appartement généralement à Pau, il est plus grand et moins cher. On voit plus facilement la montagne, mais bon. Donc c'est un coût global qu'il vous faut évaluer. En première solution, travailler pendant ses études. Niveau Bac plus 2 après prépa, vous allez avoir accès à quoi? McDo, Burger King, Quick, à la caisse dans les magasins, il y a du magasinage également. Vous êtes très prometteur, mais pour l'instant, malheureusement, en plus, avec vos horaires aménagés, ça va être compliqué. Cela se fait, nous avons des étudiants qui ont recours à cela. Ça donne faim, c'est un niveau d'exigence élevé. Il y a cette solution. Ce n'est pas la solution royale. Globalement, vous avez tout un tas de bourses universitaires. Pareil, renseignez-vous. Les boursiers d'État, bien entendu, sont bienvenus dans les grandes écoles. Ils sont accompagnés. D'ores et déjà, quand vous allez vous inscrire pour les écrits, vous voyez bien que les étudiants boursiers ne payent pas leur inscription aux écrits. Dans certaines écoles, peut-être, mais très peu. Donc évidemment, les boursiers sont bienvenus. Il y a des bourses universitaires sur lesquelles vous pouvez vous renseigner, des bourses européennes également, et énormément de dispositifs mis en place par les écoles. Je parle de ceux de Pau. Nous aidons les étudiants boursiers à payer leur loyer, en complétant le différentiel entre ce que donnent les APL et les ALS et le montant de leur loyer. Ce type d'aide, toutes les grandes écoles en ont. Pas forcément sur le loyer, mais différemment. Pour nos apprentis, qui sont déjà rémunérés, nous avons des primes de transport, d'hébergement, de restauration. Vous comprenez bien que quand vous faites l'apprentissage loin de Pau, vous avez un défraiement par rapport au fait de revenir, par rapport au fait d'habiter ailleurs, etc., etc. Même si avec un calendrier 2 semaines, 7 semaines, votre logement, il est là où vous travaillez. Et quand vous revenez, on a des systèmes de colocation ou de chambres peu onéreuses pour vous permettre pendant 15 jours de revenir à Pau. Ça se passe très très bien. La première semaine, de toute façon, les apprentis sont tellement heureux de revoir leurs copains qu'ils ne dorment pas. Après la deuxième semaine, par contre, ça commence à tirer un peu, donc là, on met les dispositifs en place. Bourse d'excellence, je vais y revenir. Vous êtes rémunéré pendant vos stages. Je crois que c'est entre 500 € et 480 €, et pour les plus chanceux, 1100 €. Donc les stages peuvent être rémunérateurs, en plus d'amener l'expérience. Toutes les grandes écoles également ont des accords bancaires. C'est-à-dire que vous allez pouvoir emprunter la somme qu'il vous faut pour faire votre grande école. N'oubliez pas que vous investissez dans votre capital humain. Gary Becker, 1965, prix Nobel d'économie. Qui dit capital, dit que j'investis dans mon capital pour avoir un retour sur investissement. Si vous partez travailler maintenant, une bêtise, vous allez gagner 2. La grande école, vous allez gagner 5 voire 6. Parce que vous aurez fait cet investissement. Tout l'art, c'est de voir en combien de temps vous allez rentabiliser cet investissement. Nous vous donnerons les outils du calcul financier, bien entendu, pour le prendre en compte. Accord bancaire, vous allez avoir un taux préférentiel
Les grandes écoles sont d'accord avec les banques, c'est moins d'1% de taux d'intérêt. Et c'est un emprunt que vous pourrez rembourser une fois que vous aurez fini vos études. Donc renseignez-vous, ce sont des démarches, on s'y prend également en amont. Alors après, la voie royale pour financer ces études, à Pau en tout cas, c'est celle-ci. Un étudiant régulier qui vient faire ses 3 ans, il va payer 8 800 € par an, en tout 26 400 €. Je suis très transparent volontairement. Un étudiant qui choisit l'apprentissage, il va payer la moitié de sa scolarité, l'entreprise va payer l'autre moitié de sa scolarité, il va être rémunéré en moyenne 1 100 € net par mois pendant 2 ans, soit 26 400, 13 200 € investis, bénéfice de 26 400, donc vous récupérez près de 40 000 €. 13 000 investis, vous récupérez 40 en 3 ans. Une banque qui a un taux d'intérêt de 200%, je n'en connais pas. Si vous en connaissez une, j'ai un placement à faire. Donc non seulement master, 2 ans d'expérience, et en plus, vous gagnez de l'argent, et sur le poste comptable, droit de scolarité, vous êtes gagnant. Regardez toujours ce que vous proposent les écoles avec ce double regard. Combien ça coûte? Combien ça rapporte? C'est du capital humain, un investissement en vue d'obtenir quelque chose supplémentaire après. Donc si je reviens sur les aides, vous avez également l'apprentissage évidemment. Par votre activité, vous allez financer votre grande école et faciliter votre insertion. Toutes les écoles également vous proposeront des bourses d'excellence. Nous, ce que l'on propose, c'est aux étudiants les plus méritants, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats au concours, les 5 premiers, ils se voient dotés d'une bourse de 5 000 €. Cette année, justement, un étudiant du lycée Tullier à Amiens a obtenu cette bourse de 5 000 € parce qu'il était particulièrement méritant. Méritant dit excellence académique. On se base vraiment sur les notes au concours et une audition devant le board de la fondation, bien entendu. Bien, je crois que je vais m'arrêter là. Peut-être Camille, je vais t'inviter. Camille est une collaboratrice de l'école. Elle a la particularité d'être diplômée de l'école, de ne pas avoir choisi la voie apprentissage et d'avoir financé ses études. Comment as-tu fait? Bonjour à tous, donc je suis diplômée promotion 2015, j'ai rejoint l'école l'année dernière, j'ai été embauchée en fait chez Total à la suite mais sans avoir fait l'apprentissage, suite à un stage de fin d'études en fait, donc je suis restée 1 an et demi chez Total et ensuite il y a eu une place qui s'est libérée à l'école, donc j'ai décidé de quitter le gros groupe qui ne convient pas forcément à tout le monde puisque hiérarchie, beaucoup de hiérarchie, donc on avance pas forcément à la vitesse que l'on souhaite dans les projets, donc j'ai décidé de quitter Total et de revenir dans une structure un peu plus petite. Voilà, alors moi comment j'ai financé mes études? Donc déjà mes parents n'avaient vraiment pas les moyens de me payer mes études, c'était en 2010, voilà, je suis rentrée à l'école en 2010. Ce qui s'est passé, donc déjà j'ai choisi le prêt bancaire. L'école avait des jolis partenariats avec les banques à 1%, donc j'ai emprunté déjà sur ce système-là, chose que j'ai remboursée en fait 1 an après ma diplomation. Donc aujourd'hui je le rembourse toujours, mais attention, je vis très bien par rapport au salaire que j'ai, donc ne vous inquiétez pas, même si ça fait vraiment des belles mensualités, par rapport au salaire auquel vous prétendrez par la suite, ça vaut vraiment le coup d'emprunter de l'argent via les banques. Autre chose, moi j'ai aussi bénéficié des bourses d'excellence, alors qui étaient sous un autre format à l'époque, mais de la fondation du groupe SCPO Business School, de 2 000 € qui étaient à la fin de la première année sur les résultats académiques également. Et enfin, quand vous partez à l'étranger, il y a quelque chose, alors là c'est propre aux conseils régionaux, etc., tout dépend un peu où vous êtes. Moi j'ai bénéficié de Cap Mobilité, j'ai eu 400 € par mois. Je suis partie en Thaïlande pendant 6 mois la première année, donc j'ai eu 6 fois 400 € la première année. Et après je suis partie au Canada étudier dans le cadre d'un accord universitaire en dernière année, pendant 4 mois, donc c'est au maximum 9 mois, donc j'ai eu 9 fois 400 € lors de ma scolarité. Voilà.
Donc c'est des aides auxquelles on ne pense pas forcément, donc que l'école vous donne aussi en amont. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. C'est une somme qu'on reçoit par contre à la fin du voyage, donc il ne faut pas forcément compter dessus en amont. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut venir aussi rembourser tout ça. Et aussi renseignez-vous dans les écoles, parfois il y a des coûts pour bien faire votre budget global. Parfois on se rend compte qu'il y a des coûts cachés pour les rattrapages notamment. Les années de césure, je sais qu'à Pau, l'année de césure, et moi j'en ai bénéficié, elle coûte seulement 500 €. Donc c'est vraiment pour rester sur les listes et les frais d'inscription, etc. Donc ce qui m'a permis à moi de passer 1 an à Paris chez Michael Kors et chez FH Construction, entre ma première, la fin de ma deuxième et le début de ma troisième année, si je me souviens bien. Donc avec diverses rémunérations, puisque FH Construction rémunère très très bien ses apprentis et ses stagiaires à hauteur de 1 200 €, je crois. Et Michael Kors qui payait beaucoup moins bien à hauteur de 500 €. Mais soit, en tout cas, regardez bien les coûts. Pareil pour rentrer dans les associations, parfois vous avez une cotisation à donner. Voilà, ce qui peut vous permettre de faire vraiment votre budget. À Pau, par exemple, moi j'avais un loyer, alors moi j'étais en colocation, on était 5, on payait 100 € chacun par mois. Voilà. Regardez bien, renseignez-vous, mais généralement chez nous c'est près de 300 € le studio de 25 mètres carrés. Voilà, il faut prendre en compte un petit peu tout ça. Ce que je peux rajouter, non, si vous avez des questions sur mon parcours aussi, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Et au niveau du financement, aujourd'hui je rembourse mon prêt étudiant toujours jusqu'en 2020. Parce qu'effectivement c'est un peu long, mais voilà, ça vaut vraiment le coup d'investir là-dedans, puisque après on le rend vraiment par le salaire qu'on obtient à la sortie. Voilà. Oui. Oui. Non. Oui. Au niveau de l'année de césure, je n'ai pas très bien compris en fait cette histoire de financement. Il faut payer pour partir justement dans une année de césure. Alors là chez nous, oui, et à côté de ça aussi les frais, comment y aller et justement se loger là-bas, ou enfin je comprends pas très bien justement ce. Alors l'année de césure, moi j'ai vraiment capitalisé là-dessus parce que j'estime que acquérir de l'expérience professionnelle, l'école va permettre vraiment de pouvoir partir au maximum. Cette année de césure, moi je l'ai choisie pour vraiment augmenter mon temps de professionnalisation et pour aussi me faire une expérience à Paris. Tout le monde rêve de la vie parisienne, sauf que bon, moi j'en ai été un petit peu déçue et donc la vie coûte très cher. Moi j'ai eu la chance de pouvoir me loger gratuitement chez mes grands-parents, puisque j'avais de la famille à Paris. Mais après, effectivement, l'année de césure, dans chaque école, elle a un coût. Quand on part en année de césure, c'est-à-dire que nous, les 500 € te permettent en fait de rester inscrit sur les listes de l'école. Mais il y a des écoles qui vont te demander la moitié d'une année de frais de scolarité, par exemple, pour partir en année de césure, alors que tu n'es pas à l'école pendant 12 mois. Donc ça, c'est un coût vraiment, c'est quelque chose à prendre en compte. Et l'année de césure te permet vraiment d'avoir, moi je la conseille, elle est facultative, hein. C'est pas obligatoire, mais par exemple pour quelqu'un qui prend un parcours en apprentissage, il fait pas forcément beaucoup d'international, puisque c'est 24 mois en apprentissage. Donc ce qui se passe, c'est à la fin de ta première année, tu as un stage obligatoire à l'étranger de 3-4 mois. Obligatoire. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de prolonger 12 mois en expérience, si on peut le faire, mais en expérience à l'international, ce qui t'apporte 18 à 20 mois d'expérience à l'international professionnel. Et après, comme ça, tu reviens à l'école, tu te spécialises et là, tu pars en apprentissage. Tu as vraiment le côté très professionnalisant en France via l'apprentissage et les partenariats qu'on a, ce qui te permet aussi de ne pas payer l'école. Et c'est l'entreprise qui prend le relais sur tes frais de scolarité. Par contre, ça te permet aussi de partir à l'international, puisque l'école de commerce est aussi là pour avoir des temps d'internationalisation, comme on disait tout à l'heure. Renseignez-vous sur tous ce que tu as évoqué, pas développé, c'est dommage, les coûts cachés. Certaines écoles font payer les rattrapages. C'est-à-dire, si vous échouez un examen, pour repasser l'examen pour avoir votre module, vous allez devoir payer. Certaines écoles font partir, quand vous partez à l'étranger en partenariat universitaire, certaines écoles également font payer.
Par exemple, nous, sur les 50 accords universitaires internationaux, on en a un seul et unique où il y a un coût caché, mais qu'on ne cache pas d'ailleurs, puisque c'est la DBS, c'est la Dublin Business School de Dublin, et on demande 2000 € de plus ou 1800 € de plus, voilà, pour y partir. Mais sincèrement, regardez bien tout ça parce que généralement il peut y avoir des surprises et pour vraiment faire ton coût global du budget pour tes 3 ans ou tes 4 ans en fonction si tu choisis une année de césure, si tu pars en apprentissage, effectivement ça. Voilà, il faut tout prendre en compte pour que tu puisses vraiment faire ton budget. Et donc, je te disais, les associations, tu vas avoir les rattrapages, tu vas avoir cette fameuse année de césure si jamais si tu souhaites la faire, voilà, tout ce que tu peux. Et après, voilà, dans le cadre de départ à l'étranger, il existe, donc chez nous, ça s'appelle Cap Mobilité, 400 €, alors c'est sur critères sociaux aussi, celle-ci, comparée aux bourses d'excellence, qui sont que sur critères académiques. Mais voilà, là c'est 400 € x 9 sur 9 mois. Donc moi j'ai fait 6 mois en Thaïlande et 4 mois au Canada. Et donc j'en ai bénéficié les 9 mois. Sur ce carré. Oui. Oui, en parlant des coûts, sans être trop indiscret, par exemple, vous avez emprunté combien, vous, à la base, pour les 5 ans, pour donner une idée, avec le loyer, bien sûr, les écoles et alors, moi j'ai emprunté 23, 25. En fait, j'ai fait une rallonge. On peut le faire. On peut faire une rallonge de mémoire, parce qu'en fait, je l'ai fait en plusieurs fois. Alors moi j'avais décidé de partir très loin en Thaïlande, ce voyage m'a coûté extrêmement cher, puisque ça m'a coûté 5 000. Oui, je crois que j'ai emprunté 23 000, alors après pour être tout à fait transparent et si on rentre dans ma vie privée, mes grands-parents m'ont payé une année. Ce que l'école a pu aussi m'offrir, c'est qu'en fait à Pau on accepte les échelonnements. Donc c'est-à-dire ça c'est aussi à prendre en compte. Ouais. Moi j'ai décidé de payer mon année à la fin de l'année. Donc en fait j'ai laissé ces 8 800 € sur un compte qui ont un petit peu fructifié pendant l'année. Et donc j'ai payé, l'objectif étant de payer sa scolarité, enfin son annuité, avant le passage en année supérieure. Donc c'est, voilà, après combien j'ai, oui, je crois que j'ai emprunté 23 ou 25 000, quelque chose comme ça. Ah oui, renseignez-vous sur les modalités de paiement parce que certains exigent. Attention, j'ai pas fait d'apprentissage. Hein. Tout au début, l'année au début, ou bien qu'un semestre, ou bien on peut échelonner un peu par mois. Tout le monde ne le fait pas. Ça fait partie aussi des choses. C'est pas sur le site web, ça. Donc là, c'est des choses qu'il faut demander, etc. Entre 20 et 23 000. Après, il me restait un petit peu à la fin. Après, quand on fait de la colocation, vraiment, ça c'est le combo gagnant. C'est-à-dire que nous, on avait un appartement de 130 mètres carrés, on payait 800 € à 5 minutes de l'école, en voiture. C'est vrai que quand tu vois que tu payes 100 € par mois, forcément, ça a des avantages. Ouais. Oui. Et vis-à-vis d'autres grandes écoles, par exemple, prenons le cas d'HEC qui est beaucoup plus cher, est-ce que justement cette différence-là qu'il y a ne peut pas se rembourser de par la plus grosse notoriété internationale, on va dire, de l'école, par exemple HEC? La différence entre les droits de scolarité? Ah oui, très certainement, oui. Moi j'estime que je ne vais pas faire payer le SCPO Business School comme ce que HEC fait payer, bien entendu. C'est des histoires de marque. Après, moi je pense que par rapport à ce que l'on propose, etc., on pourrait demander bien plus. Mais il y a aussi un juste prix par rapport au profil qu'on veut avoir chez nous. On est l'école qui a on est 2-3 écoles sur la période 2009-2017 à avoir le moins augmenté nos droits de scolarité. On a eu une augmentation normale, je pense, sur 9 ans, 12%, sachant qu'il y a quand même 2% de coût de la vie. Je pense que c'est normal. Quand on commence, on voit des 80, des 75%, très certainement. Après, tout dépend de ce que vous voulez acheter. Une marque qui devrait tenir ses promesses, bien entendu. Si vous avez vraiment besoin de cette marque, achetez-la. Ou un enseignement, un projet pédagogique, un ADN, etc. C'est pareil avec vos vêtements. Hein. Votre pull,
qui est très joli. Je ne sais pas si c'est un pull de marque. Vous l'avez payé comme vous l'avez payé. Je pense qu'il existe le même chez Hugo Boss, voire chez Chanel. Il va coûter bien plus cher. Ça reste un pull noir. Mais c'est un Chanel. C'est bien plus cher, mais c'est HEC. Est-ce que justement cette marque, cette empreinte, elle vaut pas plus le coup dans le monde professionnel que dans, par exemple, les vêtements? Les vêtements, c'est complètement subjectif et superficiel, alors que dans le monde du travail, ça peut vraiment nous faire un plus gros tremplin pour accéder derrière à des premiers postes. Très certainement. C'est pour ça que c'est très dur d'y rentrer. J'espère que vous ferez partie des 180 élus ou 380 élus. Mais c'est très dur d'y rentrer, c'est très sélectif, oui, bien sûr. Bien sûr. Après, très certainement, je ne connais pas les profils de tous les diplômés d'HEC, ils ont de très belles carrières. Moi, mes diplômés ont de très belles carrières. Également, peut-être pas à la hauteur des diplômés d'HEC. Néanmoins, je suis très fier de la réussite de mes diplômés. Oui. Est-ce que vous avez des exemples de quelques carrières d'anciens élèves qui sont passés par Ah oui, on a 7000 diplômés. Là, le plus récent, parce que j'en ai beaucoup, une apprentie qui va être diplômée, puisque nous avons le gala de diplomation samedi. Une apprentie qui a fait son apprentissage chez Fleury Michon, en Vendée. Ouais, enfin, Fleury Michon, bon, ça fait rire, hein, mais c'est présent dans, je pense, tous les supermarchés de France et à l'international. Elle a fait ses 2 ans au siège, c'est très bien passé. Le siège a voulu la garder, donc elle a proposé un CDI. Elle a dit ok, je prends un CDI, mais je veux travailler à l'international. Donc là, elle développe la marque Fleury Michon à Montréal, au Canada, pour le compte de Fleury Michon. Voilà, là on est, elle n'est pas diplômée encore, elle sera diplômée samedi. Hein. On lui remettra son diplôme samedi. Et après, des exemples de parcours, ben, ceux qui font l'apprentissage, qui restent dans l'entreprise. Vous savez, quand vous êtes 4 ans dans l'entreprise, après, sur le marché du travail, vous êtes extrêmement bankable, hein, extrêmement attractif pour les entreprises. Alors, les exemples en particulier, peut-être que tu en as un peu plus, puisque tu as tes... Oui, moi j'ai justement cette fameuse colocation, j'étais la seule à ne pas faire d'apprentissage, donc moi ils ont tous accepté. Alors il y en a un qui était chez Vinci, il était responsable administratif financier, donc en apprentissage, il a eu le poste à la sortie, mais il est surtout parti en VIE en Colombie, oui, en Colombie je crois, non, au Panama. Il est parti en VIE au Panama pendant 2 ans et donc là il en revient l'année dernière et donc il a un poste à Marseille chez Vinci. Mon deuxième coloc, il avait fait un parcours en apprentissage au sein de la Société Générale en tant que directeur d'agence. Il a fait ses 3 premières années en tant que directeur d'agence, il manageait une équipe de 4 personnes. Et là aujourd'hui il vient de changer de poste au mois de juin et il manage 3 agences de clientèle professionnelle. Donc il manage 3 directeurs d'agence. Donc il a eu une promotion. Et enfin, Benoît il était... alors lui il a fait de l'apprentissage au Crédit Agricole et il a refusé le CDI à la sortie. Puisque oui, ça arrive. Et l'école lui a permis, d'ailleurs, via une autre aide dont on n'a pas parlé, mais à la sortie de l'école, en fait, il y a une aide qui permet de rebondir à l'international et qui vous permet de repartir en stage 6 mois à l'international. Et donc, il est parti en Belgique, à Bruxelles, et aujourd'hui, il est ingénieur d'affaires dans l'hydroélectricité, dans une start-up avec des ingénieurs. Et voilà, il commercialise sur toute la France et toute l'Europe et toute l'Afrique noire. Donc voilà, lui il a trouvé vraiment sa place, la banque n'était pas forcément... La question est d'autant plus intéressante que les 5 dernières minutes des oraux, quand vous les passez à Pau, on vous met à disposition une CVTech de nos diplômés, bien avant l'oral, hein, une CVTech. On vous demande d'en choisir un. Vous avez 50 CV, des CV plus ou moins récents, hein, on remonte jusqu'à 10 ans je crois, oui. Jusqu'à 10 ans. Vous en choisissez un, et vous expliquez au jury pourquoi celui-là et pas un des 49 autres. Ça peut être le parcours qui vous a plu, l'endroit où il travaille actuellement qui vous plaît, le titre de son mémoire, son engagement associatif, parcours en apprentissage, etc. Ça peut être différentes dimensions. On ne vous demande pas de caler votre parcours sur ce parcours. On vous demande juste, plutôt que de vous dire vous voyez où dans 5 ans, de vous projeter au travers d'un CV d'un de nos diplômés, donc qui a vécu a priori ce que vous êtes susceptible de vivre dans l'école et qui professionnellement en est à ce point-là aujourd'hui.
Donc je pense que ce serait bien Oui, j'en ai quelques. on va vous faire passer des CVTech, comme ça vous pourrez consulter effectivement différents Vous parcours. pouvez la consulter en ligne. Ils sont classés en fonction des domaines, hein, supply chain, banque, entrepreneuriat, finance, etc. Et les Vous actions. verrez le type de parcours comme nos diplômés. Oui. J'ai une question pour en gros, vous avez parlé des frais que vous avez dû payer pour aller en Thaïlande, mais en fait, c'est 25 000 euros. En fait, c'était juste pour le voyage ou c'est en gros pour tout décoller? Parce que j'ai pas très bien compris. En Thaïlande, j'ai choisi. J'aurais aimé être avec elle si elle avait mis 25 000 euros sur le voyage en Thaïlande. Non, le voyage en Thaïlande, en fait, en Thaïlande, on travaille beaucoup, mais on n'est pas rémunéré. Je travaillais dans l'organisation événementielle de mariage à Phuket. Et donc, j'étais logée dans l'hôtel, puisque je m'étais arrangée pour être logée dans l'hôtel, donc je n'avais aucun coût. J'avais 100 € par mois, peut-être. Je sais plus, c'était en baht. Ça remonte. 100 € par mois pour manger à l'hôtel le matin, le midi et le soir. Donc en fonction, soit j'y arrivais, soit je mangeais à l'extérieur. Mais non, globalement, j'ai pas été rémunérée, mais après j'ai décidé le dernier mois de partir découvrir le Cambodge, Bali, l'Indonésie, etc. Donc forcément, ce voyage-là de 3 semaines m'a coûté 1 000 € à peu près, entre 800 et 1 000 €. Et puis forcément, il y a le voyage, il y a le billet d'avion. Bon, si on s'y prend bien en avance pour les billets d'avion, on arrive quand même à s'en tirer pour des coûts. Moi, j'ai payé mon billet d'avion 500 €. Donc c'est quand même pas mal pour Paris-Phuket. Et après, voilà, je me suis arrangée pour dormir à l'hôtel. Et puis, bon, j'avais un day off par semaine. Donc celui-là, je le passais, effectivement, je dépensais un petit peu, quoi. Voilà. Mais non, les 20 000 € que j'ai empruntés, c'est pour l'ensemble de la scolarité. Ouais. Après, bon, Et je me suis fait, vraiment, même au Canada, je me suis fait plaisir. Je suis allée à New York, je suis allée à Chicago, je suis restée 3 semaines de plus pour voyager parce que je me suis dit, peut-être que tu n'auras pas l'occasion d'y retourner tout de suite. Bon, au final, j'adore voyager, donc je fais que ça. Mais voilà, j'en ai bien profité pendant ma scolarité. Vraiment. Je regrette pas ce que j'ai fait, mais c'est vrai que j'ai emprunté aussi pour pouvoir profiter au maximum. Après, bon, là, c'est quand même un voyage lointain, mais Ouais, après, on n'est pas obligé de on a l'Espagne à 100 km, on a un aéroport qui vous amènera en Angleterre, en Irlande, etc. Certains prennent ce parti-là, justement, pour des raisons financières. Ils préfèrent se dire, peut-être mon dernier stage, quand je serai en 3e année, j'oserais vraiment partir, me trouver un stage aux États-Unis, ou effectivement en Asie, etc. Mais là, pour l'instant, je vais en Espagne, travailler mon espagnol, en Angleterre, trouver du travail, travailler mon anglais, très bien. Puis il y avait cette fameuse bourse Cap Mobilité là, auquel on a accès, et 400 € par mois pendant 6 mois, c'est quand même pas mal, quoi. Ce qui m'a permis aussi de financer mon voyage de découverte linguistique avant Noël. J'appellerais comme ça, découverte culturelle. Des 3 semaines de fin de stage, j'ai décidé de voyager, quoi. Je crois qu'on peut applaudir M. Chantelot et Camille pour